Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue dans les hors-séries de Slice. Comme vous le savez, je reçois normalement sur le podcast des hommes et des femmes qui ont décidé de reprendre ou de créer une entreprise. On parle donc ici traditionnellement d'entrepreneuriat, de parcours de vie, de challenge, de succès et d'échecs, mais pas que. Avec Slice, on part également à la rencontre de ceux qui aident les entreprises à prospérer. À tous mes invités, je pose cette même question. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit ? Alors avec des dizaines d'épisodes et autant de réponses, il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie de m'intéresser à ces métiers de rêve. Bienvenue donc dans les portraits de Slice pour découvrir de nouvelles histoires de vie. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en compagnie d'Amandine Marchal. Alors à l'âge de 5 ans, je me souviens avoir reçu un livre pop-up sur les momies et j'ai longtemps pensé que je deviendrais égyptologue avant de choisir une autre voie et de faire des sciences politiques, rien à voir. C'est donc avec une joie non dissimulée que je me suis rendue à Toulouse à la rencontre d'Amandine pour parler de ses métiers d'égyptologue, de mythographe, d'auteur, de chercheuse, de guide conférencière, de créatrice de contenu sur YouTube avec ses chaînes Toutankatube et Nefertitube, de conseillère scientifique pour France Télévisions. Et je dois en oublier quelques-uns, mais c'est déjà pas mal. Pendant cette conversation, nous allons plonger dans la vie de cette passionnée qui fait 1000 choses à la fois, vous l'aurez compris, et qui par-dessus tout aime transmettre de façon intelligible et le plus justement possible ses connaissances au plus grand nombre. Amandine a, comme elle le dit, le feu sacré et cet échange est truffé d'anecdotes, d'apprentissage, de conseils et de leçons de vie. Le chemin fut ardu et vous verrez comment Amandine a pris les choses en main pour inventer ses métiers. Place donc à elle, à Toutankhamon, à Auguste Mariette, à nos amis les chats et bien évidemment aux Zipalectrions. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour parler de ton métier, de ta carrière, de ton parcours, de tes livres, etc., etc., etc. Tu le sais, on vient d'en parler hors micro. J'ai une petite question traditionnelle pour démarrer tous mes épisodes de Slice. J'aurais aimé savoir ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite fille. Alors, quand j'étais petite fille, j'étais déjà très déterminée, il faut le savoir. Ok. Une belle qualité qui m'a bien aidée. En fait, j'ai découvert la mythologie grecque à 3 ans et demi. J'avais une maîtresse d'école exceptionnelle qui tous les soirs nous racontait un petit passage de l'Odyssée d'Ulysse. Et son mari était génial, il nous avait construit un grand bateau en bois, donc on bossait dans le bateau d'Ulysse. Et manifestement, j'étais beaucoup plus à fond que tous les autres élèves. D'accord, déjà. Quand mon premier frère est né, c'est ça. Quand mon premier frère est né, j'ai annoncé, je dis un peu à la terre entière, que j'avais un petit frère qui s'appelait Télémaque. D'accord. Parce que c'était évident que mon petit frère ne pouvait s'appeler que comme le fils de mon héros. Ok, bien sûr. Et donc de là, j'ai annoncé à mes parents que plus tard, j'écrirais des livres, je ne savais même pas encore lire, que plus tard, je travaillerais sur la mythologie grecque et sur la Grèce. D'accord. Donc ça, c'est une idée qui était un peu fixe. J'ai Ouais. découvert le métier d'archéologue quand j'étais au primaire, donc je dis ouais, trop bien. Alors je serai archéologue, je serai auteur, puis je travaille du coup sur la mythologie grecque, sur la Grèce. Puis après j'ai un coup de foudre absolu en 6e pour l'Égypte. Je dis bon, alors ça sera égyptologue en premier, ça sera spécialiste des mythes en 2e. Et comment tu découvres l'Égypte en fait en 6e ? Alors avec le programme de 6e. D'accord, dans le programme de 6e, il y a... Voilà, sachant qu'à l'époque on avait beaucoup plus d'heures que malheureusement n'en ont les enfants aujourd'hui. Et puis mon grand-père revenait d'Égypte, donc du coup j'ai pas eu dans les yeux combiné, là. Exactement, Ok, là, vraiment, les astres étaient alignés. Ok, d'accord. Parce que donc, je découvre l'Égypte donc à travers les cours d'histoire, à travers la petite collection égyptienne qu'on a à Toulouse, à travers les photos de mes grands-parents, et je dis oh trop bien, ça serait égyptologue. Ok. Et ensuite, en 5e, en début d'année, la prof de français nous dit alors voilà, cette année, plutôt que de faire des rédactions pour faire des rédactions, on va faire des rédactions pour écrire un livre et on va faire un roman historique sur Pompéi. Et effectivement, 1 mois et demi après, on partait à Rome et à Pompéi. Donc super voyage de découverte. Là je reviens, je dis bon alors il y aura aussi Pompéi en numéro 3. Égyptologue, les mythes grecs et c'est d'accord. ça, faut quand même un peu se caler. Et les Romains, il va falloir choisir une période là à un moment donné. Ah oui. Ben, ce qui fait que quand après je suis arrivée en plus en histoire de l'art, du coup
À la fac, je me dis, oh, les Étrusques, c'est pas mal. Les Étrusques. Non, c'est bon, stop, on arrête. Focus sur le reste, parce que on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. Donc, voilà, Mais les bon, Étrusques, dans tous les Incas, cas, ça tu, sera, voilà, tu c'est voulais dans être les bouquins. archéologue. Dans Mais l'histoire, voilà, c'était historienne, c'était archéologue, c'était Ok. auteur. Voilà, pour moi, c'était vraiment une évidence. ok. Et donc au lycée, qu'est-ce qu'on te conseille comme C'est- donc tu prends L, En fait, ES Alors moi, je ne peux faire rien d'autre que elle, parce que je D'accord. suis nullissime en maths. On ne peut pas Ok. être bon partout. Et par contre, j'étais très très bonne dans le littéraire. D'accord, ok. Voilà, dans les langues, le français, ça c'était Ok, vraiment donc mon tu truc. fais L, Donc voilà, je fais elle. Et tu puis, passes ton bac Je passe mon bac et donc là, je pars à Lille pour faire donc, mes études à d'égyptologie. Lille, d'accord. Où effectivement, bon, j'avais bien vu qu'en France, c'est quand même très cloisonné, il faut rentrer dans des cases. D'accord. Donc j'ai fait mon cursus en égyptologie et une fois que j'ai eu ma thèse, je dis bon, alors maintenant, on retourne à la mythologie grecque. Mais attends, quand tu arrives à Lille, c'est-à-dire que c'est une licence directement Ah non, je fais un égyptologie. DUG à l'époque, c'est l'équivalent du DUG, donc c'est l'équivalent de la licence 1 en fait. 2. D'accord. Après, Et c'est directement égyptologie Non, ou non, tu non, dois non, d'abord c'est faire vraiment l'histoire histoire de l'art, et d'accord. archéologie. Ok. Donc pas du tout d'Égypte au programme en fait. Avant Et la t'apprends troisième année quoi qui est la là-dedans licence. l'histoire de J'ai l'art éclaté. J'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré, mais chaque jour de toute l'année. Quoi. Ok. Bon, moins l'histoire contemporaine, enfin l'histoire de l'art contemporain, c'est pas mon truc. Ouais. Mais en fait, on avait donc spécialité antiquité, médiévale, époque moderne, époque contemporaine. D'accord. Et donc là, en fait, je me dis, mais waouh, je pensais que je connaissais des trucs, je connaissais rien. Et donc, j'apprenais, mais à tous les niveaux. Tout Je me était dis, une mais découverte en fait. mais c'est ça, mais c'est ça. C'est Et je me dis, génial. mais c'est juste génial, j'apprends. Et donc, je savais que j'aimais bien apprendre, mais alors à ce point-là, c'était top. Donc, Chaque les jour études était une seraient longues. découverte. Ouais, mais je me suis dit, c'est pas grave parce que je m'éclatais tellement à apprendre. Donc, j'ai fait cette spécialité sur 2 ans. Ensuite, je me suis spécialisée en archéologie pendant 1 an. D'accord. Et Et ensuite, en j'ai archéologie, t'apprends quoi licence d'archéologie. Ah, oui, Donc là, donc on tu as 2 apprend ans du de coup- DUG, Voilà, histoire de vraiment l'art. général, voilà, Général. c'est quand même très général, histoire de l'art et archéologie. D'accord. Et puis là, du coup, c'était vraiment focus sur l'archéologie, donc Ok. sur les techniques, les techniques de fouille. Ah, selon on les t'apprend périodes aussi. comment faire Voilà, de on la avait aussi un fouille. stage de fouille à D'accord. faire à ce moment-là. Et ensuite, donc j'arrive en maîtrise, donc qui est l'équivalent Ok. du coup du, c'est quoi, c'est master. Ouais, c'est master 1, master 2, il y a 2 ans. Donc maîtrise DEA et puis après thèse, voilà, thèse en égyptologie. Là, il y a D'accord. un petit couac de parcours. Enfin, il y en a eu beaucoup des couacs de parcours. Du coup, je peux dire que j'ai réussi envers et contre tout. Ok. Où en fait, au bout de 2 ans et demi, j'apprends que mon sujet de thèse est en péril, alors que mes profs auraient dû vérifier, mais à ce moment-là, j'avais un prof qui m'a jamais suivi. Et donc, j'apprends qu'une Australienne a soutenu un chapitre de ma thèse en thèse. Et donc, Ah quand je lui ouais. en parle, il me dit, oh, écoutez, vous me dérangez pour rien, c'est pas grave, ça arrive tout le temps. Et puis le lendemain, il me dit, non, mais en fait, vous êtes obligé d'arrêter votre thèse, il peut pas y avoir 2 spécialistes du sujet. Et donc, à ce moment-là, je travaillais sur les récompenses royales de l'Ancien Empire au Nouvel Empire. Donc, c'est quand même sur une période qui était très, très grande. Alors, les récompenses royales. Oui, et c'est juste génial parce que les récompenses royales, moi déjà, ce qui me plaisait, alors le sujet m'emballait pas plus que ça, D'accord. mais bon, on m'avait pas forcément proposé des sujets qui m'emballaient plus que ça. Là, l'avantage, c'était que je touchais à la fois aux objets, donc à l'archéologie, je touchais au texte, je touchais à l'iconographie et à toutes les périodes. Et donc D'accord. moi, plus en fait je mets mon nez partout, plus ça me Plus t'es convient très contente. bien. Donc je me dis, bon, moi, il y a ça qui est chouette. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant sur ce sujet, c'est que je m'étais rendu compte que par exemple, à l'Ancien Empire, donc l'époque des pyramides, à peu près 2600-2400 avant Jésus-Christ, les récompenses royales sont vraiment tournées sur le funéraire. D'accord. Ça va être l'octroi d'une tombe, l'octroi d'une stèle. Voilà, c'est vraiment ce genre de préoccupation, l'octroi d'un sarcophage. Pour service rendu en fait à quelqu'un Voilà, pour qui. service D'accord. rendu. Ok. Alors après, on peut avoir des petites récompenses qui sont très sympas, comme la permission de flairer le pied du roi. Ah, je kiffe. Ah, Ça, ça, c'est- ouais, c'est un très réel sympa, plaisir en c'est fait. ça. Voilà, bon, on peut aussi obtenir en épousailles la fille du roi. Ah, donc c'est ça, bien quand même aussi, pas mal c'est bien aussi. parce qu'on a un pharaon quand même dans la famille. Ça à peut fait, tout à apporter fait. encore Comme plus de beau-père, c'est quand récompenses. même pas mal, c'est ça. Et en fait, à la fin du coup de la période que j'étudiais, qui est le Nouvel Empire, donc c'est l'époque de Toutankhamon, de Ramsès II, on a à peu près 1580-1085 avant Jésus-Christ. À cette période-là, en fait, on voit que les considérations funéraires, finalement, elles sont dépassées, que Ok. les nobles, ils ont les moyens de se faire construire Ouais, voilà. une tombe, Ils avoir n'ont un plus besoin qu'on sarcophage leur ou autre. en donne une. Et donc là, on est sur des préoccupations, on va dire, beaucoup plus visibles. D'accord. L'idée, c'est en fait de montrer que le roi nous a récompensés. Donc on a des bijoux de récompense royale qui D'accord. sont très spécifiques D'accord. et qui font qu'au premier coup d'œil, on sait que ce sont des objets de récompense royale.
Et donc, non seulement le défunt, en fait, il peut la ramener on va dire dans sa tombe, du coup, dans la sphère des morts, mais aussi au quotidien, en fait, en se promenant avec ce genre de bijoux, on se dit, waouh, en fait, ça, c'est des objets de récompense royale. Ok, d'accord. Donc, je trouvais que cette évolution, du coup, elle était très intéressante. Et bon, donc, du Mais coup, il y a ma l'Australienne. thèse, voilà, tombe à l'eau. Oui, et parce donc qu'elle travaillait sur les récompenses en or au Nouvel Empire. Donc, vraiment sur une toute petite partie de mon sujet. Mais hyper précis, elle Mais hyper avait précis, pas... c'est ça. D'accord. Parce que, ouais, mais les thèses australiennes, c'est pas les thèses françaises non D'accord, plus, quoi. ok. Et tu avais travaillé combien de temps là-dessus? 2 ans et demi. Et Déjà j'ai travaillé il y a 1 an en DEA sur les récompenses militaires. Donc, en fait, tout ça, qu'on met quasiment voilà, à la poubelle. Personne n'avait vérifié comment on fait. Enfin, il n'y a pas un Google, non, des thèses en cours. Voilà, les profs sont censés en fait faire ce genre de se tenir au courant de la vérification, recherche. C'est ça, avant de donner des sujets. Et bon, et là, du coup, ça ne s'est pas fait. Donc là, ta thèse, donc, 2 ans et demi de travail pour rien. Voilà, enfin, c'est ça. T'as gardé des écrits, j'imagine, ou des... Oui, mais alors pendant très longtemps, c'était compliqué. C'était dans un tiroir. Je ne voulais même pas ouvrir le tiroir. Quoi. C'était très... Voilà, c'était un non-sujet. Très dur. Et puis, et donc moi, j'avais demandé en fait au départ à travailler sur les enfants en Égypte ancienne en thèse. Et sur les 2 enseignants qu'il y avait à Lille à ce moment-là, une me dit c'est trop superficiel comme sujet de thèse, et l'autre me dit mais de toute façon tout a été fait sur le sujet. Alors bon, moi il me semblait pas, mais je me dis bon, tes profs savent mieux que toi, tu les écoutes, j'aurais pas dû, mais bon ça après coup. Et donc voilà, il y a une période très très dure, j'étais vraiment pas loin du tout de la dépression, j'avais plus de raison en fait de me lever le matin. Parce que je ne voyais pas en fait refaire une thèse avec ce prof-là. Dans le même temps, faire quoi, quel autre sujet, je connaissais absolument personne. Donc c'était compliqué. Du jour au lendemain, j'avais du temps. Ce qui est horrible en fait. J'avais du temps par exemple, voilà, pour réfléchir et pour te morfondre en fait. Ou même pour faire des trucs qui me plaisaient. Alors que jusque-là, en fait, ce temps-là, je ne l'avais pas parce que j'étais vraiment à bosser tout le temps. Et puis un jour, je me suis dit en fait, c'est pas possible. Quoi. C'est là, je me sentais dépérir, mais vraiment autant de l'extérieur que de l'intérieur. Donc je me dis c'est pas grave. Le sujet des enfants t'intéresse. Moi, j'étais persuadée que tout n'avait pas été fait. Je me dis, je vais faire ce travail-là, qui sera l'équivalent d'une thèse, mais qui, du coup, ne sera pas une thèse. Mais tu pouvais pas partir de Lille ? Et non, mais là, j'étais rentrée à Toulouse. Ah, d'accord, t'avais quitté Lille oui, et ce milieu, etc. Voilà. Et puis le temps aussi, un peu compliqué pour moi. Pour une Toulousaine, voilà, j'avais pas trop réussi à m'habituer. D'accord, donc tu rentres à Toulouse. Je rentre à Toulouse, et puis là, je me dis, non, en fait, il faut que je reparte, parce que c'était mon feu sacré qui était en train de s'éteindre, clairement. Okay. Et donc, je suis repartie. Et donc là, j'ai recommencé des recherches, alors vraiment comme je l'entendais, c'est-à-dire le sujet de la fin de la préhistoire, parce qu'on commence vraiment à avoir des données à ce moment-là, jusqu'à la fin du Nouvel Empire. Et puis vraiment prendre tout, c'est-à-dire qu'on prend autant les objets qui sont en rapport avec les enfants que les textes. Donc c'est-à-dire des textes scolaires, des textes médicaux, magiques, des textes... qui vont nous parler aussi éventuellement des biographies, par exemple d'adultes qui nous disent voilà, quand j'étais enfant, j'étais à telle école, voilà, ce genre de détails. Des testaments aussi, j'ai vu dans ton livre, des testaments, enfin des alors, mentions, on a des documents juridiques. Des documents juridiques, voilà. Tout à fait, des documents juridiques. Et puis bien sûr toute l'iconographie. Donc comme j'avais travaillé en maîtrise sur l'image des enfants, et justement ça m'avait bien plu. Donc il te restait des choses que tu avais, tu savais où chercher. Tout à fait. Okay. En tout cas, voilà, j'avais une bonne base. Mais donc j'ai commencé à retravailler, donc à faire le corpus. Et de ton côté comme ça alors du coup, comme freelance complète. Mais dans le même temps, en maîtrise, j'avais vu une fois un enseignant, en DEA, j'avais vu personne, en thèse, j'avais vu personne. Donc c'est pas comme si en fait, j'avais pas l'habitude de fonctionner de façon indépendante. Mais à un moment donné, il fallait que ça mène à quelque chose. Enfin, oui, et puis en fait, un jour, quelqu'un me dit, mais il y a une telle égyptologue qui est préhistorienne et qui a trouvé un cimetière avec plus de 1000 tombes d'enfants, tu devrais la contacter. Donc ça s'est fait comme ça. Et à ce moment-là, elle me dit, oui, mais vous comprenez, si vous faites votre thèse avec quelqu'un d'autre, moi, je ne peux pas vous laisser accès à la documentation. Je dis, en fait, non, je fais mes recherches en freelance, quoi. Ah, mais attendez, ça change tout. Moi, votre sujet m'intéresse à ce moment-là. Bon, et donc, du coup, je me suis finalement remis dans la boucle de ces études d'égyptologie. Sachant qu'après, elle me dit, bon, alors, il y a quand même un petit souci, c'est que normalement, en fait, une thèse, on va dire française, c'est entre 300 et 400 documents. Ouais. Et elle me dit, vous en avez un peu plus de 6600. Donc, ça pose un petit problème. Va falloir... Il y en a trop. Et là, je dis, non, c'est hors de question. Je ne coupe pas mon sujet. Parce qu'en fait, en gros, c'est soit il fallait que je prenne juste une période, ou il fallait que je prenne juste un type de données
donc D'accord. l'archéologie À ou traiter. autre. Ok, ouais. Et donc moi, ça ne me convenait pas parce que d'une part, si on ne prend qu'un type de données, du coup, c'est finalement la combinaison de toutes ces données qui nous permet d'avoir des informations à peu près valables. Parce que par exemple, l'iconographie est tellement figée qu'elle nous donne des informations, mais qu'elle nous donne aussi beaucoup de codes qui finalement, voilà, quand on voit que la majorité du temps les enfants sont nus, ça ne correspond à rien dans la D'accord. réalité. Ok. Donc ça n'allait pas. Puis on avait aussi des manques du coup au niveau des textes. Enfin bon, donc il fallait vraiment qu'on utilise toutes les La données totalité pour, des données. pour pouvoir vraiment les confronter. D'accord. Et dans le même temps, je leur ai dit non, je ne prends pas juste une période parce que l'idée c'est de voir aussi s'il y avait une évolution justement de la De considération comparer, de c'est l'enfant, de sa façon Comment de il le est traité, représenter. comment il Tout à fait, d'un point travaille, de vue, comment il vie s'habille, quotidienne, tout à ça, fait. voilà. D'un point de vue aussi funéraire. Donc ce qu'on a convenu, c'est que la partie l'enfant et la mort, en fait, je la mettais de côté par rapport à ma thèse, D'accord. que je me concentrais sur la vie quotidienne. Et donc, de fait, ma thèse, bon, il y avait toujours autant de documents, mais par contre, voilà, sur une vision plus limitée à la vie quotidienne. Donc, de ce fait, j'ai pu finalement soutenir cette thèse. Donc, la publier, Être un enfant en Égypte ancienne. Publier ensuite Maternité et petite enfance, puisque bon, l'idée était aussi de s'intéresser voilà, en fait, à l'avant-conception. Nourrisson, et puis des femmes, etc. Et puis, donc, une dernière publication, L'enfant et la mort en Égypte ancienne, qui, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de gens, le sujet est absolument passionnant. Il n'est pas du tout... beaucoup de gens me disent « Ah, mais quand même, c'est un peu glauque, c'est un peu malsain. » Puis, sauf que la correctrice, quand elle a lu le bouquin, me dit « Oh, ben alors moi qui ne voulais pas le lire, je me suis régalée. » Je dis « En fait, oui, il faut faire un peu tomber les a priori, parce que le sujet est vraiment passionnant, pour le coup. » Et donc, au final, il y a quand même plus de 1100 pages. Alors, je me dis, quand on m'a dit tout a été fait sur le sujet, bah, effectivement. Il y avait quand même des choses encore à dire. Tout petit peu. Tout petit peu. Oui, donc en fait, ta thèse, c'est les enfants en Égypte ancienne des époques prédynastiques à la fin du Nouvel Empire. Donc en gros, c'est 3000 ans À peu près, d'histoire oui. de l'enfant dans sa vie quotidienne. Ok, combien de temps ça t'a pris pour traiter Thèse, quasiment 7 ans. 7 ans. Et après... le maternité petite enfance, quasiment 1 an, et l'enfant et la mort en Égypte ancienne. Alors du coup, sachant que j'avais quasiment toute la documentation, donc accumulée au fil du temps, c'est pas comme si en fait il fallait que je reparte à zéro. Mais par contre, voilà, en temps de rédaction, parce que voilà, le sujet est quand même très lourd, j'ai étudié plus de 4000 tombes d'enfants, donc... Bon, voilà, c'était quand même très conséquent, même si 4000 tombes sur quasiment 3000 ans, c'est très très peu. Oui, final. en fait, ouais, c'est ça, c'est mais, pas... mais bon, il y avait quand même vraiment des choses intéressantes qu'on pouvait sortir très très clairement. Et même du coup, beaucoup d'idées reçues qu'on pouvait avoir qui finalement sont tombées avec ces recherches. Et donc là, je dirais qu'à temps plein, au moins 2 ans en fait, sur l'enfant et la mort. D'accord. Ouais. Et mais à temps plein, en ayant donc déjà toute la documentation oui, voilà, que tu as sous le coude et que tu dois Sinon, retraiter. Je dirais à peu près une dizaine d'années. Ah ouais, une dizaine d'années pour ça. Et pendant qu'on fait une thèse en égyptologie, tu as un contrat, ce qu'on appelle un contrat doctoral qui te finance ou... D'accord. Donc comment tu fais pour vivre en fait je faisais des petits boulots à côté. Et après, c'est vrai que comme j'ai commencé à publier assez jeune, j'ai aussi des bouquins qui sont sortis sur... sur oui, parce que tu me disais, tu as publié ton premier livre à 14 ans. Non, alors en fait, j'ai commencé à l'écrire à 14 ans et demi et il est sorti quand j'avais 16 ans et demi. D'accord, et c'était un livre sur sur des légendes pas connues de la mythologie grecque. D'accord. Oui, parce qu'on garde quand même son... Tout à fait. D'accord, donc déjà à 16 ans, tu publiais des livres, donc ça t'apportait un petit complément de revenu, on va dire, un petit revenu. Ouais, alors vraiment très léger. Ouais. Par contre, effectivement, le deuxième bouquin, je l'ai sorti chez Gallimard, où là, il a vraiment fallu que je harcèle l'éditeur, pas pour qu'il me prenne, mais pour qu'il me juste donne une chance de lui montrer ce que je pouvais faire. D'accord. Et donc, c'était une bataille de longue haleine, juste pour pouvoir arriver à lui proposer quelque chose. D'accord. Et puis là, elle était super emballée, donc tu m'as dit, ok, super. Et de fait, je pense qu'ils l'ont pas regretté, parce que le livre a été publié après en espagnol, en coréen. Ils en ont vendu plus de 24 000 exemplaires en France. Donc, bon, voilà. Mais au départ, voilà, c'était pas à gagner d'avance. On peut encore le trouver, ce livre? Oui. Ça s'appelle comment, le deuxième C'est Journal d'un enfant en Égypte ancienne. Journal d'un enfant en Égypte ancienne. Je mettrai le lien. Il y aura un article qui te sera dédié sur le site internet de Slice et je mettrai le lien de tes livres sur le site. Donc, tu fais ta thèse pendant une dizaine d'années, on va dire globalement. Tu continues quand même à faire de la recherche, à faire des fouilles dans le cadre de campagnes, de fouilles un peu partout. Donc, tu as fouillé aussi en France, en Grèce, en Égypte. Comment tu te places sur ces chantiers de fouilles? Comment on peut accéder à aller travailler sur ces chantiers en particulier? On s'adresse à qui? Alors, effectivement, moi, j'ai commencé des fouilles assez tôt avec une association qui s'appelle l'association Rempart. Mes grands-parents avaient une petite maison de vacances dans l'Aveyron et il y avait un chantier de fouilles juste à côté.
Et donc, effectivement, depuis mes 8 ans, je squattais régulièrement le site pour les regarder. Puis un jour, ils m'ont dit, bah, écoute, allez, vas-y, on te file une truelle, et puis tu nous regardes. Donc, je commençais en fait à faire des fouilles, vraiment en étant ado. Donc ça, c'était quand même plutôt chouette. Après, les fouilles que j'ai pu faire en France, c'était en fait des profs d'université que j'avais de fait en cours, qui nous ont proposé en fait ces chantiers. D'ailleurs, c'était très compliqué. Il y en a un qui était à côté de Reims. Je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Il faisait, je sais pas, -5, -7, quelque chose comme ça. Et je me suis retrouvée, quand je dis frigorifiée, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, mon cerveau ne fonctionnait, mais c'est incroyable, ne fonctionnait plus. C'est que je me suis mis dans le crâne qu'en fait, j'allais y rester parce que j'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à partir, mais en même temps, j'étais super zen. Je me suis dit, bon, ben, je vais m'ouvrir. En gros, je vais m'endormir tranquillement oui, et je vais mourir. Très bien. Et donc, c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu ce prof qui était quand même plutôt très cool, un peu inquiet. Il disait, mais Amandine, bouge. Et je lui disais, non, mais de toute façon, c'est fichu. On est en pleine forêt en plus. Et je lui dis, j'ai pensé, mais les hélicoptères, ils me verront pas, ils pourront pas me repérer. Donc, en gros, laissez-moi mourir. Donc... J'imagine le prof, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais oui, là, il a vraiment flippé. Mais en fait, le pire, ce que je pense qu'il a fait vraiment flipper, c'est que j'étais, mais vraiment, pour le coup, super zen, quoi. Et, en fait, et je n'y arrivais plus. Mais je n'arrivais plus à bouger, quoi. Bon, donc du coup, j'ai quand même réussi à redescendre. Puis l'Égypte, c'est quand même vachement mieux. Comme température, on va rester en Égypte. C'est ça, tu te souviens cette première fois où tu es allée en Égypte pour faire des fouilles? Et oui, c'était dans quel contexte? Alors, c'était à Tanis. Du coup, j'avais répondu à une annonce. J'étais en thèse encore? Donc, j'étais en DEA. T'étais en DEA, d'accord. Et alors d'ailleurs, année géniale, parce que j'avais fait, sur la même année, j'avais fait des fouilles en Grèce pendant l'été. Et donc là, c'est pareil, ça faisait des années que je tannais mon prof d'archéologie grecque que j'avais en fait depuis ma première année en fait à la fac. Je vais y aller, je vais y aller. Mais c'est ça, tous les ans, et bien en fait, au bout d'un moment, si, ça marche. On arrive d'avoir l'usure. Faut harceler les gens. C'est ça. Bon, de façon convenable, voilà, mais en étant vraiment convaincue. Et donc voilà, donc il m'avait proposé de faire ce chantier de fouilles. Et de fait, donc j'ai pu en faire 2, parce que bon, la première fois, ils étaient contents, donc ils m'ont repris par la suite. Et c'est comme dans les... je me demande, et ça vaut pour l'archéologie, est-ce que c'est comme dans les films où t'as ton chapeau, je sais pas, avec une petite poussette. Ça d'ailleurs, je trouve que c'est une image très romantique, très sympa. Ouais. La réalité est quand même un peu moins sympa. T'es pas Lara Croft? T'es pas... Non. Tu te bats pas avec tes pistolets? Non, on n'est pas tombé sur des cobras ou des serpents, même des pas scorpions, même pas drôle. Ah, c'est nul. Non, alors non, par contre, ce qui était très folklore sur ce premier chantier, alors en fouille, c'était quand même plutôt calme, plutôt zen, ce qui était absolument horrible. C'est que on était en fait sur une butte qui était en lisière du désert, on avait vraiment le chantier de fouille qui démarrait en bas, donc on marchait pendant 7-8 minutes en fait pour accéder au chantier de fouille. Et je ne sais qui a eu la lumineuse idée de mettre les toilettes en fait je ne sais pas en plein milieu du désert, mais en gros il fallait marcher, je dirais bien 40 mètres pour accéder aux toilettes. Ouais. Et donc alors c'était des toilettes à l'art turc, on s'est dit bon ok on n'est pas à ça près. Par contre l'idée c'était que, il peut y avoir des WC, des serpents qui sortent en fait d'en bas, donc il faut quand même vérifier avant de faire pipi ou autre qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Ensuite, le papier toilette, ils m'ont dit alors secouer parce qu'il y aura peut-être un scorpion en fait qui est calé à l'intérieur. J'ai dit mon Dieu, mais ok, très bien. Et ensuite, il y avait une jarre à eau qu'il fallait remplir à côté. Donc pareil, même topo, il fallait toujours vérifier s'il n'y avait pas un cobra, un serpent, machin, un scorpion du coup à l'intérieur. Le soir, mais genre on n'osait pas boire, comme si mon Dieu, avec la torche pendant la nuit et tout ça, si on marche, c'était l'horreur. Et tu fouillais quoi? C'était quel type et donc, de c'était un temple. Un temple, voilà. D'accord, donc religieux. Temple. Oui, voilà. D'accord, qui est déjà sorti de terre, il y avait des choses à creuser. Oui, en fait, il y avait des choses qui affleuraient. D'accord. Du coup, il y a les fouilles et puis il y a aussi toute la partie dessin. D'accord. Ah oui. Donc de fait, vrai, j'ai pas mal de dessins archéologiques. Dans les vieux, c'est quoi? C'est le commandant Cousteau. Il y avait eu des vidéos, des VHS sur le déplacement des temples d'Abou Simbel. Et il y avait eu tout un reportage aussi sur tous les dessinateurs qui pour conserver au cas où ça disparaît, etc. Pour conserver tous les reliefs et tous les dessins. Voilà, qu'après, je pense maintenant c'est numérisé, j'imagine, c'est moderne. Donc d'accord. Ok, donc ce temple. Et ça t'a conforté dans l'idée que c'était ce que tu voulais faire au jour le jour. Est-ce que quand tu faisais tes études, tu savais si c'était possible de faire ça
tout le temps des fouilles? Alors, non, des fouilles, en fait, non. Ça, justement, la question est bonne parce que des gens pourraient penser qu'effectivement, on est... T'es tout le temps... Si on est archéologue, on est en mode non-stop. Ouais. Pas du tout. En fait, en Égypte, on a une période qui est assez limitée, qui est en général début de fin septembre à fin décembre, on va dire. Oui. C'est très très rare, ça arrive, mais c'est très très rare qu'il y ait des fouilles en dehors justement de ces cette deux, de période-là, ces 3 mois. parce que sinon il fait trop chaud. D'accord. Mais là en fait, voilà, c'est ce qu'on C'est disait ça, en c'est ce qu'on off, disait en typiquement off, tout à l'heure, c'est que la semaine prochaine, voilà, je pars donc pour un tournage pour des racines et des ailes. Et en fait, on nous a dit que voilà, sur la semaine, le minimum dans l'après-midi c'est 43 degrés, le maximum c'est 49. Et on n'est même pas en été. D'où le fait que vaut Voilà. mieux pas aller fouiller C'est ça. pour mourir, mais dans l'autre sens, pas comme Oui, à oui. Reims. Voilà, là par contre, c'est vraiment les extrêmes. C'est ça. J'ai eu fouillé avec 45 degrés en Grèce, c'est très compliqué. Ouais. D'ailleurs, à 45, nous on fait arrêter, parce que ça devenait dangereux. Tu m'étonnes. Et donc, oui, non. Et t'as fait combien de chantiers de fouilles comme ça en Égypte? Et sur combien de types de lieux différents? Alors, en Égypte, 2 lieux différents. Donc, il y a eu D'accord. Tanis une année, puis le Ramesséum, je sais qu'il doit être à, je sais pas, 7-8 ans D'accord. de fouilles. Et alors, ce qui était génial, c'est que j'ai commencé à fouiller au Ramesséum. Donc, juste pour expliquer pour les gens, le Ramesséum, c'est ce qu'on appelle le temple 2 millions d'années de Ramsès II. C'est-à-dire D'accord. que c'est un temple qui a été érigé à la gloire de Ramsès II, donc qui fonctionnait de son vivant. Et quand il est mort, en fait, le temple a continué à fonctionner pour, en fait, tout simplement, le culte funéraire du D'accord. roi. Et il a fonctionné quand même 3 siècles et demi, ce qui est hors Ah oui. norme pour un D'accord. temple funéraire, c'est quand même C'est très, comme très conséquent. dans la religion catholique, quand on fait dire des messes, c'est comme s'il y avait des messes en Oui, tout à fait. perpétuel. Après, c'est vrai que, de fait, un des secteurs que j'ai fouillé, c'est ce qu'on appelle la maison de vie. Donc, c'est un peu un équivalent de, on va dire, alors, d'école, entre le primaire et l'université, on va dire. D'accord. On est quand même Ah oui. assez large. C'est Parce vaste. qu'il y avait une bibliothèque qui était très importante. Il y avait un pôle, effectivement, où on recopiait les papyrus, donc des papyrus médico-magiques, des papyrus funéraires, des papyrus religieux. Et donc, on avait quand même vraiment un pôle de transmission du savoir qui était très conséquent. Et de fait, c'est aussi ce qui fait que ça a aidé à pérenniser finalement le culte funéraire du roi sur autant de temps. D'accord. Et pour ces fouilles, notamment au Ramesséum, c'est toi qui choisis, enfin tu postules pour faire des fouilles dans un lieu Alors là, en fait, prédéfini ou on te là, le trop donne bien. en fonction de... J'avais entendu parler par une amie qui avait été justement en tant qu'étudiante stagiaire l'année d'avant et qui m'a dit, écoute, Christian Leblanc, donc le directeur du chantier de fouilles, il cherche en fait un étudiant tous les ans en fait pour travailler sur le chantier. Donc, bon, j'ai postulé en me disant, de toute façon, il faut tenter, c'est toujours important de tenter. Ah oui. Voilà, plein de gens m'ont dit, oh, de toute façon, ça marchera pas, mais bon, bah, pour le coup, ça a quand même marché. Et ce qui est juste génial, c'est que bon, moi, je me suis régalée du début jusqu'à la fin. C'était génial parce que ce que je faisais était génial. Et puis, j'étais quand même en Égypte, donc ça, c'était quand même trop cool. Et puis, dans une mission de fouille où on a plusieurs personnes qui ont vraiment des compétences très différentes. Donc, on a un anthropologue, on a un spécialiste de la céramique, un thermologue, il y avait un architecte, il y avait une personne qui était spécialiste des bois, enfin bon. Et ce qui était génial, c'est que bah, du coup, moi, j'avais fureté un peu partout. Tu fais quoi? Comment tu sais ça? Donc, j'apprenais des choses. En plus, bah, forcément, comme ils se régalent, ils montrent aussi volontiers. Ils transmettent voilà, leur passion. Donc, toi, t'es encore plus... Tout à fait. J'imagine. Et donc, c'était juste super. Alors après, c'est vrai que forcément déçu parce qu'on me dit, bon, bah, c'est qu'une fois parce que bah, tous les ans, et c'était normal. Ils prenaient voilà, un étudiant stagiaire différent. Et trop bien, il se trouve que 2 ans après, Christian Leblanc me recontacte en disant, bah, écoutez, vous avez laissé un super souvenir à toute la mission de fouille. Je lui dis, mais Amandine, il faudrait la refaire revenir. Donc elle m'a dit, voilà, je vous propose en fait de devenir membre, du coup associé de la mission de fouille du Ramesséum. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri de façon plus permanente là. Ok, bien. Donc ça c'était pendant toute ta période de thèse, d'études et de thèse, donc tu passes ta thèse. Une fois qu'on a sa thèse et qu'on est docteur en égyptologie, là c'est le waouh. Là tu peux pas aller. Alors le waouh, pas oui et non, parce que en fait plusieurs fois on m'a briefé en me disant alors après te prends pas trop la tête, quand tu auras ta thèse on va te dire ben oui vous avez une thèse et alors bon. Donc je savais qu'en gros ça serait quand même j'ai travaillé les gars. Oui parce qu'en fait une thèse permet d'accéder à certains postes, mais finalement une thèse ne donne pas de métier, ne donne pas accès à un poste. De nouveau en fait il faut faut se mettre sur les rangs, postuler avec je dirais facilement une 40aine à 50aine de personnes en fait à chaque fois. Parce qu'il y a très très peu de place. D'accord. Donc toi, c'est quoi les options en fait? Tu pouvais être donc maître de conférence, rester dans le milieu de l'université, donc devenir, je crois qu'on commence à terre, et puis ensuite maître de conférence, et ensuite après professeur d'université. Mais bon, c'est long et c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à passer, et puis peu d'élus
pour très peu de postes et puis on te bouge d'université un peu à la comme ils veulent en fonction des postes qui sont ouverts. Donc voilà, donc il y a cette option pour toi. Et quelles sont, quand tu es docteur en égyptologie, quelles sont les autres options hormis l'enseignement? Alors en fait, je dirais que moi, la chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est que j'ai découvert donc très rapidement, comme tout le monde, la mentalité assez épouvantable de ce milieu, qui commence déjà sur les bancs de la fac, avec des bouquins qui régulièrement sont déplacés, avec des pages qui sont arrachées, enfin on en est quand même là, ou avec des gens qui simplement ne disent pas bonjour. Parce que c'est vrai que la politesse minimum, elle est déjà compliquée à mettre en œuvre. C'est la guerre, en fait, chez les égyptologues. Donc, en fait, c'est ça. C'est que, on a des étudiants qui se rendent compte que ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de voir comment, en fait, finalement, on peut plomber le moral de la personne ou, finalement, impacter son travail en planquant certains documents ou certains bouquins. Enfin, bon, peu importe. Et bon, donc du coup, ça m'a fait un peu halluciner parce que en fait, on n'est pas préparé à ça. Ouais. Que moi, je trouve tellement important de bosser dans une bonne ambiance, bonne humeur. On est censé faire un métier de passion, donc on est censé avoir envie de partager, d'échanger. Bon, alors manifestement, c'est pas comme ça que d'autres le voient. Donc déjà, j'avais été un peu échaudée par rapport à ça. Et puis effectivement, au fur et à mesure, je me suis dit, je crois que ça va être compliqué de rester dans ce milieu. Ouais. Et puis quand j'ai eu ma thèse, je me dis en fait, je pense que je vais tuer quelqu'un ou je vais me tuer moi, mais il y aura un mort dans l'histoire. Donc effectivement, il vaut mieux peut-être que je choisisse une autre option. Okay. Et donc c'est vrai que les options qui au départ s'ouvraient, parce que pour moi c'est vraiment le CNRS que je visais à l'époque. Donc il y avait soit le CNRS, soit la fac, ou alors la troisième branche qui est finalement les concours de conservation pour travailler après en musée. Mais bon, c'était pas ça en fait que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est fumer du cerveau, faire de la recherche et à un moment donné partager. Parce que j'adore tellement ce que je fais que c'est vraiment très important pour moi qu'on est d'arriver à finalement transmettre ta passion, les émotions que j'ai eues en me disant mais l'émerveillement, la curiosité, se dire mais waouh, mais c'est quand même fou, c'est dingue, et me dire mais j'ai tellement envie en fait que les gens finalement j'arrive à les embarquer là-dedans quoi, à ce que les gens finalement ressentent ces choses-là et comprennent la passion que tu peux avoir pour l'Égypte, et donc pour je son me suis histoire. rendu compte que finalement dans ce milieu qui est donc supposé être un milieu de passion, finalement, il y a tellement de préoccupations sur... mais bon, après, on peut comprendre. Sur des carrières, le fait de ne pas avoir de poste, je peux comprendre que là, ça soit quand même compliqué. Quand tu as fait peut-être comme toi 10 ans d'études, parce que je pense que tu n'es pas la seule à avoir fait autant d'années d'études, et se dire qu'à la fin, on va peut-être juste finir... moi, comme on en discutait en off, j'ai des amis archéologues qui n'ont jamais trouvé de débouché à leur thèse en archéologie, et puis qui sont devenus... Ils sont heureux, mais professeurs des écoles, mais c'était pas ça le projet à la base. Voilà, donc peut-être que... Alors après, c'est que, bon, moi j'ai été bien briefée entre guillemets en amont, puisqu'on m'a dit de toute façon, tu auras ta thèse, tu n'auras pas de boulot. Bon, alors moi, au moins... c'était plié d'avance. Je le okay. savais, mais je le savais vraiment avant de faire ces études-là. D'accord. Donc, dans l'absolu, je savais qu'en fait, une fois que j'aurais enfin ma thèse, j'allais de nouveau manger un certain pain noir, que ça allait durer un certain temps. Ça, c'était acquis. Et qu'il faudrait que tu t'inventes toi-même ton métier, en fait. En fait, c'est assez rapidement, c'est ce que je me suis dit. Parce que donc, quand j'ai vu comment ils fonctionnaient, je me suis dit non, en fait, je ne sais pas où est la passion de ces gens-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas la même. Parce que moi, je veux la vivre tous les jours, je veux transpirer ma passion par toutes les pores. Et en fait, quand je vois comment ces gens-là sont bouffés par... ça va être constamment de l'hypocrisie, ça va être des complots, ça va être des guéguerres à droite à gauche. Et au final, en fait, ils perdent vraiment, je pense, l'essence même, le feu sacré qui devrait quand même les animer, qui est donc cette passion qui devrait plutôt nous réunir que finalement nous éloigner, nous mettre en conflit. Et c'est une amie qui, en fait, était docteur en égyptologie, qui n'arrivait pas, qui galérait depuis des années, alors qu'elle était vraiment brillante à trouver un poste, et qui, en fait, a été vraiment le déclencheur, et je la remercierai jamais assez. En fait, quand elle apprend que ma thèse, je vais la publier au Rocher, elle me dit, mais ça va pas. Elle me dit, mais fais pas ça. Le Rocher, c'est pas une vraie maison d'édition scientifique. Et le jour où tu iras au CNRS, on te dira, mais en fait, vous n'avez pas de publication scientifique. Je me suis dit, mais c'est la publication de ma thèse. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de plus scientifique ? C'est le résultat de mon travail depuis 10 ans. Elle me dit, mais non, ça ne marchera pas comme ça. Et elle me dit, non, on va te recaler en te disant, en fait, non, c'est pas un travail scientifique. Alors je lui dis, écoute, là, ça fait déjà un bout de temps que la mentalité me chauffe. Je lui dis, si on en est là, avec des gens qui se permettent en fait de dire que mon travail est scientifique ou pas, juste en regardant le nom de la maison d'édition, je suis là, ça va pas m'aller. Ça va pas m'aller parce que je travaille sur les enfants d'Égypte ancienne, donc je me dis c'est quand même un sujet qui, de fait, peut vraiment intéresser tout type de public, en plus des chercheurs.
Donc je ne vois pas en fait pourquoi j'irais le publier dans une maison d'édition où il va y avoir peut-être les 500 exemplaires de tirés avec des bouquins à 60-70 euros parce que bien évidemment C'est vrai. publications Les scientifiques c'est publications hors de prix. scientifiques, pour nous, enfin les C'est- personnes du Non, commun mais c'est qui ça. ont juste envie de Et puis s'intéresser faut à un arriver les sujet, trouver, bah, parce c'est que ça. je veux dire, on n'est pas forcément du coup au courant que ces publications existent. Et là, je dis, en fait, non, quoi. Et donc là, vraiment, je l'ai remerciée. Alors, elle a été catastrophée. Je lui dis, je pars. T'es en train de Je te pars de ce saborder, en milieu. fait, pour elle. Mais oui, Tu mais te tirais complètement. C'est ça. Elle me dit, mais côté- t'imagines pas, déjà, les gens brillants, ils ont du mal, il y a galère et tout. Elle me dit, si tu pars de ce milieu, c'est foutu. Eh ben, je lui dis, écoute, je prends le pari. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas rester en fait, dans ce milieu. Tu t'es pas posé la question 5 minutes, juste te dire, est-ce que ça vaut pas le coup de faire la guerre? Toi aussi, tu rentres en mode Xena la guerrière, non, tu vas... non, parce que en fait, T'as pas envie de rentrer dans ces non, trucs-là, parce quoi. qu'en fait, clairement, je suis toujours quand même en train de me battre. Donc, il y a un moment donné où, voilà, je préférais choisir un autre combat, me dire peut-être que je vais galérer, mais bon, dans le même temps, j'avais pas d'enfant, c'est ce que j'expliquais à des gens, c'est que je dis, je galère, mais c'est un luxe. Il me dit, bah non, galérer, c'est pas un luxe. Je dis, bah si, parce qu'en fait, j'aurais des enfants, je ne pourrais pas galérer, j'aurais d'autres choix à faire. C'est ça. Je suis là, je galère, mais je sais que je galère pour une bonne raison et qu'un jour, je vais m'en sortir. Et donc, pour moi, de toute façon, c'était une évidence que ça allait marcher. Et d'ailleurs, ce que m'a dit un jour une amie, elle me dit oui, mais toi, de toute façon, elle me dit tu peux pas te comparer à. Enfin, non, elle me dit non, on peut pas se comparer à toi parce qu'elle me dit toi, tu fais un truc, ça marche. Je dis bah alors, déjà, non. Je dis maintenant, en gros, je pense que comme tout le monde, on crie pas sous tous les toits ses échecs. Ouais. Je dis il y en a, mais maintenant, elle m'a fait prendre conscience, en fait. C'est vrai que je me dis pas que quand je fais un truc, je me dis pas que ça va rater. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est pas le bon état d'esprit en même temps, heureusement. Non, mais il on faut pourrait se dire, rester... bon, et si jamais ça rate ou Oui. machin, je fais un truc, elle me dit, mais quand tu fais un livre, t'es pas sûr qu'il sorte. Je dis, ben, en fait, je me suis jamais posé la question. Je dis, pour moi, si je le fais, c'est sûr qu'il va sortir. Alors, je sais pas s'il y a un côté prétentieux ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui marche pas, je me dis, ben, plan B, plan C, moi, je fais toutes les lettres de l'alphabet, aucun problème. Et en parlant d'échecs, entre guillemets, dans les années 2010, donc avant que tu deviennes docteur, tu avais travaillé sur le projet d'un musée Auguste Mariette qui a été un échec, enfin qui n'a jamais vu le jour. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu quel était le projet? Parce que alors pour les gens qui ne sauraient pas qui est Auguste Mariette, c'est un grand égyptologue. Mais oui, vraiment, c'est quelqu'un de super bien. Quoi. Qui a une vie totalement rocambolesque. D'ailleurs, tu as écrit 2 livres à son sujet. Une biographie. Une biographie. Et un roman historique. Et un roman historique. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans l'article qui sera dédié à Amandine sur le site internet. Mais bon, rapidement, Auguste Mariette, égyptologue français, qui a découvert... Qui a fait la première grosse découverte en Égypte. Une découverte qui est même à un stade de légende. Certains se demandent si vraiment le Sérapéum, donc la nécropole des taureaux sacrés Apis, qui sont en fait censés être les messagers, les représentants sur Terre du dieu Ptah, si vraiment cette nécropole existe, parce que finalement tout le monde la cherche, les savants de Napoléon l'ont cherché, personne ne la trouve, et Mariette arrive en Égypte, tac, il va une fois dans le désert à Saqqara, il tombe sur une tête de sphinx qui émerge des sables, il se dit oh, je suis sûr que là on est sur l'allée de Sphinx dont parle le géographe grec Strabon, et il emploie l'argent que lui a donné le Louvre pour acheter des manuscrits, il emploie pour commencer en fait à acheter du matériel pour faire des fouilles. Il n'était pas du tout censé faire ça, le gars. Non, mais lui aussi, c'est pas grave, il a fait un pari, quoi. Déterminé, c'est ça. en se disant, mais de toute façon, c'est évident que je vais y arriver. Non, mais voilà, et du coup, c'est aussi mon modèle, quoi. D'accord. Parce que là, je l'adore, parce que lui, c'est pareil, il était en lutte permanente, quoi. C'est énormément d'ennemis qui ont essayé, du coup, de l'empêcher de fouiller. De l'assassiner même. Aussi. Et il ne renonce jamais. Et moi, ça, j'adore, quoi. Et je me dis, c'est vraiment ça, quoi. Quand vraiment on va aller au fond des choses, il faut qu'on le fasse avec passion, qu'on le fasse avec énergie. Et je suis sûre que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça porte des fruits. Ok. Et donc, la ville, c'était Boulogne-sur-Mer, non? C'est ça? Donc, sa ville natale, c'était Boulogne-sur-Mer. Qui voulait donc créer ce musée en son honneur? Alors, en fait, c'était la région Nord-Pas-de-Calais qui m'avait sollicité pour faire ce musée. Et puis, malheureusement, il faut dire quelques dissensions entre la mairie et la région. Voilà, qui ont fait que le projet partait assez mal. Et puis, bon, moi, quand on m'a expliqué que on allait partir sur une espèce de futuroscope égyptologique, c'est là où je dis, écoutez, alors ne me renouvelez pas le contrat. Je vais m'arrêter là. Futuroscope, d'accord. Voilà, non, mais là, j'ai fui. Quand je voyais, en fait, le potentiel du musée, tout ce que vraiment on pouvait faire. D'ailleurs, la mairie, c'était plutôt ravie de ce que je leur avais proposé. Et puis, quand j'ai vu, au final, ce qui allait être retenu, une espèce de... de centre Mariette avec beaucoup de 3D. Je dis, mais en fait, les gens, ils ont besoin de voir l'Égypte, ils ont besoin de tourner autour des objets. Puis sur la fin, c'était, oui, mais Peter Gala va nous faire emballer sur Nefertiti. Je dis, oh, je pars. je peux plus, c'est pas possible. En parlant
parlant de ballet et j'ai appris dans tes vidéos que Mariette avait écrit quand même le scénario de Aïda de Verdi. Même. Donc voilà, c'est de cet homme-là dont on parle. Voilà, d'ailleurs, de fait, vraiment super transition, on revient toujours à la même chose. Le vice-roi d'Égypte envoie le scénario d'Aïda à Verdi. Qui ne lit même pas, que dit bon, c'est un caprice de vice-roi d'Égypte, ça m'intéresse pas. Et Mariette, qui ne lâche jamais l'affaire, lui envoie le scénario en lui disant, puis mensonge, oui, après il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas le temps, il y a Charles Gounod et Richard Wagner qui sont intéressés, et puis du coup forcément Verdi là, ça... non, quoi, je vais voir. C'est à moi. Il lit, et puis il adore, il est fan, et donc, mais je me dis c'est pareil, s'il avait lâché l'affaire, ça ne se faisait pas. Ouais. Et il y croyait, et en fait je pense qu'on ne peut pas convaincre les gens si on n'est pas, si on n'est pas convaincu soi-même. Et du coup, pour en revenir à ton après-thèse, inventer ton propre métier, du coup, qu'est-ce que mes propres métiers. Ah oui, on va le voir. Tes métiers, parce que là, tu fais plein de choses. T'écris, tu publies dans tes propres livres, déjà. Jeunesse, adulte, scientifique, de vulgarisation, tes chaînes YouTube, tes contributions à d'autres livres, etc., etc. Du coup, tu commences par quoi ? Enfin, qu'est-ce que... Le lendemain de où tu as le tampon docteur en égyptologie, qu'est-ce qu'on fait ? Vers quoi on se dirige ? Quel va être alors effectivement, le Rocher m'avait proposé donc, de publier ma thèse. Ensuite, ils étaient intéressés par la maternité petite enfance, donc ça a été la continuité. Et de fait, il n'y a jamais eu de temps mort. Bon, c'est ce que je dis, il n'y a pas de temps mort pour les bras. De temps en temps, ça pourrait être sympa, mais bon, voilà. Et donc, non, c'est parce qu'en fait, c'est toujours plein de projets. Alors d'ailleurs, c'est très, très drôle. Parce que il y a quelques années, j'ai revu une journaliste qui, maintenant, est à la retraite. Et elle était venue faire un reportage sur le fameux livre qu'on avait fait en 5e, du coup, sur Pompéi. Et bon, elle connaissait un peu mes parents, donc elle m'avait un peu suivi. Quand mon premier bouquin était sorti, elle m'avait interviewé. Et puis on se recroise de façon fortuite. Elle me dit, tu travailles sur quoi ? Alors bon, je rigole, je dis, ouais, j'ai plein de projets. Elle me dit, mais tu m'aurais dit l'inverse. Je lui ai dit, non, ça c'est plus Amandine. Parce qu'elle me dit, déjà à l'époque, tu avais toujours plein de projets. Et donc, de fait, je ne sais pas en fait travailler sur une seule chose à la fois. Là, je suis de fait sur 7 bouquins. Voilà, j'écris 7 bouquins à la fois. Alors, ils ne s'écrivent pas tous en même temps. Oui, bien sûr. Il y en a certains, j'ai besoin d'avoir vraiment une semaine avec rien pour pouvoir travailler dessus. Il y en a d'autres, j'ai un quart d'heure, je vais avancer sur un quart d'heure. Donc voilà, donc c'est ça, c'est effectivement les chaînes sur YouTube. Donc, oui, et ça, quand est-ce que c'est né ? Comment tu as eu l'idée ? Alors en fait, on m'a soumis l'idée, parce que clairement, j'aurais pas eu l'idée toute seule, parce que YouTube, honnêtement, moi, c'était pour la musique. Et j'ignorais donc à ce moment-là que déjà on allait chercher du contenu scientifique sur YouTube. Et un jour, en fait, un ami me dit, mais tu sais, pour toutes les personnes qui n'aiment pas lire, il me dit, ça serait bien que tu leur proposes aussi du contenu. Alors c'est vrai que j'ai pensé à ça, et puis je me dis, après, dans l'absolu, il y a aussi celles qui voudraient pouvoir lire, qui n'ont pas forcément les moyens. Après, j'ai pensé à des amis à Paris qui me disent, mais on adore lire, mais en fait, on n'a pas de place pour stocker, donc en fait, ils sont limités aussi. Et je me suis rendu compte que de fait, il y avait quand même beaucoup de gens qui potentiellement, étaient friands et voulaient avoir du contenu. Et donc là, en regardant un petit peu ce qu'il y avait, j'étais alors à la fois atterrée et en colère de voir en fait la masse effectivement de propositions de vidéos sur l'Égypte avec quasiment que du grand n'importe quoi. Ça m'a gonflé parce que prendre les gens pour des andouilles, ça me s'il y a un truc qui m'énerve, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde donc, les 2 chaînes YouTube dont on parle, c'est Toutankatube et Nefertitube. Donc Toutankatube, c'est plus pour les adultes, et Nefertitube, c'est des pour les dessins enfants animés et les enseignants. Pour les enfants et pour les enseignants. Animés, c'est des vidéos où il peut y avoir des petits dessins animés pour mieux expliquer. Mais attention, c'est pas des dessins animés qui sont proposés. Mais je veux dire, il doit y avoir un travail de fou derrière Nefertitube, parce que je sais que c'est beaucoup plus... c'est hyper compliqué justement de faire du graphisme et d'animer des dessins dans le cadre de YouTube, et puis en plus c'est pas ton métier de base. Mais d'ailleurs tu as des mots très durs dans certaines de tes vidéos justement sur les gens qui font des vidéos, notamment je pense à ta vidéo sur l'Atlantide. Parce que vraiment une nouvelle fois ça me met vraiment en colère de voir qu'en fait on prend les gens pour des idiots, parce que les gens ne peuvent pas tout savoir, moi la première, donc forcément il y a plein de choses que je vais apprendre, mais je me dis on a vraiment des gens qui en toute bonne foi veulent apprendre des choses du coup, qui sont intéressés, plutôt crédibles, et en fait ils n'ont pas les moyens de faire le tri, ou ça reste quand même parfois compliqué.
Mais surtout que sur YouTube, n'importe qui Mais c'est ça, en peut fait. ouvrir en fait sa N'importe qui. chaîne, comme le podcast. Moi, Tout à fait. n'importe qui achète Tout 2 à fait. micros et puis parle d'un sujet même s'il n'y connaît rien et le publie au monde entier mais sans complètement, aucun complètement. problème. Alors, quand on voit que déjà sur les chaînes de télé, et quand je dis ça, Ouais. j'inclus aussi France Télévisions et Arte, peuvent parfois proposer alors, pas forcément un documentaire nul de A à Z, mais avec des choses qui sont quand même fausses, qui parfois. Je me dis, waouh, quoi, mais. Bon, Qui est me font votre quand même conseiller pas halluciner. scientifique? Non, mais même parfois des émissions où moi j'ai participé, où dans le même temps, la voix off, elle raconte n'importe quoi. Et D'accord. bon, ok, très bien. Alors, et de fait, ça peut être quand même des grosses émissions. Et donc là, en fait, je me dis, c'est très compliqué parce que c'est pas aux gens en fait de faire la démarche de se dire je vais quand même vérifier si ce qu'on me dit c'est vrai ou pas. Quand même ils voudraient le faire, en fait ils n'ont pas forcément accès. Ouais. Voilà, parce que accès c'est quoi? C'est Wikipédia. C'est quand même un peu limité. Et de fait pour se renseigner sur un sujet, en général il va falloir accéder à plusieurs livres, plusieurs articles. Donc les ça, articles c'est quelque scientifiques, chose on qui en m'a revient, vraiment- on se mord la queue parce Tout à que fait. les livres scientifiques, voilà, c'est Oui, ils ne sont pas facilement c'est ça. accessibles ou alors ça coûte très cher. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose qui m'a un peu, très contrariée. N'ayons pas peur des mots. Donc là, très tu t'es contrariée. saisi du... Et donc là, je me dis oui, en fait, il y a vraiment, il faut faire quelque chose parce que, voilà, il faut au moins proposer. Après, les gens feront ce qu'ils veulent, mais au moins proposer autre chose. Et tant qu'à faire de proposer, l'idée n'est pas de proposer des espèces de cours, mais vraiment, donc soit des vidéos pour effectivement rectifier des idées reçues. Bon, voilà, par exemple sur les fake news sur la mort antique de Oui. Cléopâtre, sur effectivement l'Atlantide ou sur le chat qui n'était pas si sacré que ça Ah en Égypte ancienne. Et là... Et l'idée, c'était aussi que moi, en tant qu'égyptologue, j'apprends plein de choses, des anecdotes, des choses qui sont, qui sont étonnantes, qui sont hallucinantes. Et ça, c'est jamais le genre de choses qui passera finalement à la télé, parce que justement, c'est beaucoup trop pointu, c'est trop ciblé. Donc l'idée, c'était aussi de proposer aux gens, dans des vidéos courtes, de faire le tour d'une thématique, qui donc peut être une anecdote, qui peut être, par exemple, je sais pas, une recette médico-magique, explique aux gens, en fait, pourquoi les Égyptiens pensaient que ça marchait, pourquoi ça pouvait pas marcher. Voilà, ce genre de choses, leur expliquer justement que médecine et magie, c'est assez étroitement lié. Parce que le nombre de fois où j'ai entendu, mais même parfois des archéologues, dire oui, mais de toute façon, c'est vrai que la médecine égyptienne était un peu fantasque. Je dis, les gars, vous avez rien compris. Non, elle n'est pas fantasque. C'est qu'en fait, on pense que les mauvais esprits, les démons, les revenants, sont à l'origine des maladies. Donc, ça devient logique. En fait, quand quelqu'un est malade, en plus d'ingrédients pour le soigner, il faut sur un plan médical, donc avec ce que nous on va appeler des médicaments, soit on le soigne sur un plan magique, justement pour repousser. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, on ne cherche jamais à détruire les mauvais esprits, on les repousse, ce qui montre bien qu'ils ont quand même un pouvoir de nuisance quand même très très fort. Et donc l'idée, justement, à travers des exemples concrets, d'expliquer aux gens pourquoi c'est tout sauf idiot. Et puis d'ailleurs, on est qui pour se mettre de juger, quoi. C'est bon. Non, c'était des arriérés, tu comprends. Souvent, parfois, c'était des... parce que donc, c'était des... Non, parce que voilà, la logique, elle est différente, mais finalement, elle reste quand même très logique, justement. Donc, cette ambivalence médecine-magie. Et donc, je me dis que tout bêtement, si on ne donne pas en fait les clés de compréhension aux gens, soit ils ne comprennent pas, soit ils vont dire c'est complètement idiot. En fait, oui, pour nous aujourd'hui, avec nos connaissances médicales, c'est forcément idiot. Mais à l'époque, c'était... À l'époque, ça ne l'est pas. Ça. Et même, parfois, on a quand même des choses qui sont assez hallucinantes, qui fonctionnent quand même plutôt bien. Et comment on monte des chaînes YouTube sur l'égyptologie? Comment on s'y prend? En étant complètement inconscient. Parce que j'imagine qu'il faut du matos. Il faut toi qui... Alors, on rappelle, tu publies... Comme tu disais, là, tu es sur 7 livres en même temps. Tu participes, on parlera tout à l'heure de la télé, tu fais des fouilles, tu fais des contributions, notamment avec Pandacraft, on en parlera, etc. etc. Comment on s'y prend pour monter une chaîne sur deux chaînes sur l'égyptologie? Comment on fait? En fait, c'est vrai que c'est énormément de boulot. Alors après, heureusement, j'ai quand même des gens pour effectivement m'aider, des gens qui ont des compétences diverses. Après, c'est vrai que jusque-là, je m'appuyais beaucoup sur des étudiants et j'ai découvert du coup la mentalité des étudiants aujourd'hui, c'est très très compliqué. J'ai trouvé vraiment de très très belles pépites, mais énormément d'étudiants qui en fait n'ont juste rien à faire. C'est la valeur du travail, ils l'ont pas. Ils vont monter une vidéo, ils ne regardent même pas la vidéo montée avant de me l'envoyer. Je dis mais ça t'as pas vu? Non, j'ai pas regardé. Ok, oui, mais je me dis que tu verrais. Oui. Effectivement, oui, je vois, oui. Je vois. Donc, c'est vrai que non, c'est un boulot de dingue parce qu'en fait, moi, en amont, du coup, je
Je fais des recherches pour le sujet. D'accord. Ensuite, j'écris. Ensuite, je prépare le texte que je vais envoyer au monteur, leur disant à tel endroit, il faut mettre telle photo, en plein écran, pas plein écran. Là, tel mot souligné, il faut qu'il apparaisse à l'écran. Donc déjà, il y a ce travail-là. Ensuite, je prépare aussi le texte pour la personne qui va me traduire, qui va me faire les sous-titres en anglais. D'accord. Donc quand c'est par exemple des recettes médicales, machin ou autre, il faut que moi je cherche en fait dans les bouquins pour lui donner la version correcte, parce que sinon c'est vraiment compliqué, galère. Donc l'idée quand même de base, c'est que tout le monde trouve ça sympa de bosser sur le projet. Donc ensuite, je vais chercher les illustrations, ce qui me demande, là c'est une horreur. C'est entre 4 et 8 heures selon les sujets. Parce qu'il faut qu'elle soit libre de droit, il faut qu'elle soit du coup assez jolie, représentative. Et donc, comme souvent je suis sur des sujets un peu hors normes, c'est un peu compliqué d'arriver à trouver des illustrations qui soient quand même assez parlantes et donc libres de droit. Ensuite, je donne les consignes à la personne qui fait les dessins ou les animations. De fait, je lui donne aussi de la documentation en amont pour qu'elle sache comment représenter telle ou telle chose. Oui. Ensuite, le plus proche de la réalité historique, forcément, c'est l'idée. Ensuite, du coup, on tourne. Ensuite, du coup, il faut vérifier le montage, donc la première épreuve, la deuxième épreuve. En général, si les étudiants sont sérieux, on publie la version 3 ou 4. Ensuite, on peut aussi publier la version 12, 15. Voilà, ce qui est très sympathique. Voilà. Ok. Ensuite, donc une fois qu'on a ça, donc il faut préparer aussi le générique final. Tout part à Anastasia Linka, qui est absolument géniale, je suis ultra fan d'elle, qui est la compositrice qui fait les musiques, du coup. Donc elle est compositrice effectivement de musique, qui est réalisatrice par ailleurs, qui est aussi prof de danse orientale, pareil, elle fait plein de trucs différents, elle est juste géniale. Donc elle, du coup, elle me propose donc, des bandes musicales sur le temps de la vidéo, sachant qu'elle a fait aussi le générique animé en amont et le générique la musique du générique en amont et à la fin. Ensuite, ça passe entre les mains de Phil Henrion, qui est un musicien belge. Vous voyez, d'accord. En fait, ah oui, c'est... et ce qui est juste génial, c'est que j'ai lancé un appel vraiment à l'aide sur Facebook en disant, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour mixer le son, parce que moi, j'avais même pas idée qu'il fallait que le son soit mixé. Ouais. J'avais pas donc idée de ces difficultés. Et en me disant, je pense que ça va être vraiment très compliqué. Et cette personne-là, que jusque-là, je ne connaissais pas, en fait, il me suivait sur Facebook, il me dit, écoutez, moi, si vous voulez... je veux bien vous aider. Je me suis dit, mais waouh, mais magique, quoi. Et donc, du coup, lui est devenu un très bon ami. Ouais. Anastasia l'est devenue aussi, parce qu'elle s'est séparée, en fait. J'avais démarché une école de musique. Ouais. Et la secrétaire a passé à un prof qui le lui a passé et qui lui a dit, écoute, voilà, normalement, c'est un truc bénévole pour les élèves, mais je me suis dit que peut-être ça te plairait. Et direct, elle me dit, mais c'est trop génial, super. Et de fait, ça fait quand même plus de 2 ans qu'elle bosse avec moi. Qu'on s'entend super, super bien. On s'est enfin croisés la semaine dernière. Ça fait quasiment 2 ans qu'on échangeait comme ça. On s'est enfin rencontrés. Donc c'était génial. Alors du coup, une fois qu'on a tout ça, moi entre-temps, j'ai récupéré donc, la version anglaise. Donc il faut que je revérifie le texte. Alors sachant que là aussi, j'ai bossé avec Debbie Lim l'année dernière. D'accord. Avec qui aussi je suis devenue amie. Donc du coup, c'est quand même chouette parce qu'il y a vraiment de très très belles rencontres qui malgré tout se sont faites. Et de fait, je lui ai confié la traduction d'un de mes bouquins en anglais. Donc on est en super bon contact. Et elle, comme effectivement l'anglais, c'est sa langue natale, du coup le texte est quasiment impeccable du premier jet. Alors ensuite, donc la vidéo est quasiment calée, donc on va la mettre en ligne. Après, moi, il faut que je fasse les sous-titres, ce qui est très long et galère. Ça peut prendre 1 heure pour intégrer les sous-titres. Et après, il faut aussi faire la vignette. Donc de fait, je prépare la vignette. La création graphique de la vignette, Oui, alors qui n'est pas toujours évident. Il y a des sujets, c'est très simple. La vidéo... qui était pourquoi Seth a-t-il cherché et réussi à sodomiser son neveu au russe. C'était un peu plus compliqué de trouver l'illustration. Comment je... Sachant que le sujet est extrêmement sérieux, parce que mon père m'a dit, mais quand même, tu abuses avec tes titres. J'ai dit, mais regarde la vidéo. Quand il a regardé, il me dit, mais non, en fait, c'était super intéressant. Effectivement, c'était pas du tout... Je lui dis, non, je ne pouvais pas, en fait, l'appeler autrement, puisque vraiment la thématique, c'est d'expliquer justement pourquoi, en fait, quel était le but recherché à travers cet acte sexuel, du coup, qui était quand même réprouvé par la morale antique, qui est donc une domination physique et donc de domination finalement absolue sur l'être masculin. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on met enfin en ligne. Et puis là, on a des personnes qui disent « C'était bien, mais ça durait que 5 minutes. » Voilà, ou d'autres personnes qui disent « Oui, ce serait bien, mais bon, une vidéo par semaine, ça serait pas mal. » Je dis « oui, mais en fait, du coup, je ne fais plus que ça. » C'est ça, ouais. Et donc, c'est ça. Alors, pour ça, plus de chaînes, sachant que tout le travail est vraiment de façon bénévole. Alors, c'est qu'on a lancé un Tipeee l'année dernière,
pour justement expliquer aux gens qu'à un moment Mais il y donné, a c'est besoin, un peu compliqué. voilà, parce que là, travailler... Oui, et sachant que là, en fait, c'est vrai que bon, voilà, ça fait 2 ans, vraiment, c'était une espèce de traversée de l'enfer, où vraiment, je suis tombée sur de super bons éléments, du coup, voilà, en termes d'étudiants, comme Debbie Lim, comme Eva Berger, qui fait les dessins, les animations de la chaîne Nefertitude. Et elle, par contre, en stage, il fallait que je l'arrête. Elle bossait le week-end. Je lui dis non, Eva, le week-end, c'est pour toi. Ah, mais c'est pas grave. Je dis non, mais moi, oui, en fait, ça continue quand même un peu. Et donc, de fait, dès que j'ai commencé à avoir des sous sur le Tipeee, ben, j'ai lui donné pour qu'elle puisse en fait continuer. Et puis c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi quand même une reconnaissance qui se fait. Oui, ils sont génériques. Et voilà, c'est ça. Et puis aussi leur pour les travail. étudiants, mais bien sûr. Et pour les étudiants, oui, en création graphique ou même en vidéo, etc., bah, c'est super de pouvoir faire leur magie et travailler sur des chaînes YouTube, etc. C'est ça. Ouais. Et donc c'est vrai que voilà, par exemple, il faut trouver les bonnes personnes. Phoenix, qui, voilà, allez, un jour de temps me monte une vidéo, alors que j'ai des étudiants, ça va être 3-4 jours, mais un jour, la vidéo est quasiment nickel. Et donc là, c'est pareil. Là, du coup, Sacha est en contrat. Et donc l'idée, c'est voilà, d'arriver en fait à rémunérer voilà, les gens au fur et à mesure. Ça, bien sûr. D'où le fait que j'espère vraiment arriver à avoir des subventions, parce que là, du coup, c'est très tendu, c'est très compliqué. Les tournages en école, ils n'ont pas toujours le bon matériel. À l'école où je tournais, ils se sont fait cambrioler, donc ça n'a pas aidé non plus. Donc c'est vrai que voilà, je me dis vivement qu'on arrive quand même à avoir un minimum d'argent, de fonds pour pouvoir être autonome en fait déjà pour tourner, et puis après pour que moi j'ai un minimum aussi pour rémunérer du coup les gens de l'équipe, quoi. Parce que t'as eu des retours de tes collègues égyptologues sur ce travail parce qu'on en discutait aussi hors micro où je t'ai dit parfois t'envoies un peu des scuds et tout ça, enfin des scuds pas trop, gentils, voilà, mais dans le sens il y en a très peu, il y a très peu d'égyptologues qui t'ont dit bravo, voilà, il faut souligner, oui effectivement là bravo de faire de la vulgarisation. Il y a quelques jours, il y a une interview effectivement d'un égyptologue, Robert Vernieux, qui est à Bordeaux, qui a été vraiment un des premiers en fait quand il a vu l'annonce. Il m'a envoyé un message, il dit non mais franchement super, vraiment félicitations, si jamais je peux aider ou autre, avec plaisir. Puis je dis waouh quoi. Et en fait il y en a eu un. Alors après il y en a d'autres qui ont trouvé ça bien. Oui, bien sûr. Florence Maru et Jol, voilà, elle trouve l'initiative était super. Quand même pour info, c'est une des très rares égyptologues de notre période, c'est la seule, parce qu'en fait avant elle il y avait Christiane Desroches-Noblecourt. Oui. Florence Marie-Jol, c'est quand même la seule égyptologue française qui, on peut dire, est estampillée égyptologue vulgarisatrice du coup scientifique. Et c'est pareil, ça a été quand même compliqué pour elle, alors qu'elle fait un boulot absolument génial. Et donc elle nous a fait une interview absolument passionnante sur justement la période de co-régence entre Hatshepsut, donc qui devient pharaon, alors que son neveu est déjà couronné pharaon, mais qu'il est en bas âge. En tout cas jeune enfant, et donc c'est une période qui est assez fascinante, et puis c'est vrai que quand elle en parle, t'as envie de l'écouter, c'est ça, on boit ses paroles. Donc ça c'est quand même important. Donc non, en fait il y a quand même vraiment des égyptologues français qui étaient intéressés. Bon après je leur ai aussi proposé à l'occasion des interviews, mais bon c'est vrai qu'effectivement il y a eu des tirs. Voilà, c'est parce que j'ose faire de la vulgarisation scientifique, et donc en fait je me rabaisse à un niveau qui ne devrait pas être le mien en tant que docteur en égyptologie, mais bon voilà, ça je m'en fous depuis un petit peu longtemps. Oui, on a bien compris, ouais. Et donc du coup j'imagine que travailler avec la télé dans le même style, c'est pas non plus quelque chose de très... Non, mais après en fait je dirais que ça a découlé, on va dire, de façon un peu naturelle, c'est que soit en entendant des interviews, soit en ayant passé certains bouquins, ils se sont dit, parce que de fait, les journalistes qui m'ont contacté, on trouvait qu'effectivement, j'arrivais quand même à donner beaucoup d'infos de façon simple et accessible. Donc, je pense aussi qu'à un moment donné, il y a aussi une espèce de bouche à oreille qui doit se faire en disant, elle, en fait, si vous la contactez, on comprend ce qu'elle dit. C'est plutôt intéressant, c'est pas trop soporifique. Non, mais surtout, moi, avant de parler de la télé, moi, ce que je trouve, c'est en t'écoutant, enfin, déjà, j'ai lu une partie du livre Être un enfant en Égypte ancienne, donc ça part c'est ta thèse en fait, mais accessible aux éditions du Rocher. Et puis surtout en regardant les vidéos, j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé. En fait, on découvre des choses qu'on ne savait pas, parce que c'est vrai que quand on réfléchit, nous, ce qu'on nous dit de l'Égypte, tu vois, c'est quelques dieux, quelques reines, Néfertiti, Hatshepsut, Toutankhamon, Séti un peu, Ramsès, et c'est tout. Et en fait, on te lit, on écoute des vidéos, et là on se dit, mais en fait, il y a tellement
plus que Bah, l'idée, c'est des vraiment dieux, de dire des noms de l'Égypte. dieux. J'ai jamais entendu ce nom-là. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir une Égypte que les gens ne connaissent Bah, pas, c'est ça. à travers des thématiques donc vraiment complètement inédites, ou quand même souvent peu connues. Mais parce qu'après, pourquoi? C'est vrai que l'Égypte attire beaucoup, mais ça va être les momies, ça va être les Oui, c'est pyramides, ça. ça va être quelques Ce pharaons. qui est. Mais finalement, je veux dire, au bout d'un moment, on tourne quand même un peu en rond, quoi. C'est quand même toujours un petit peu la même chose qui est Ah oui. proposée. Alors que ça m'a fait plaisir quand j'ai sorti donc 5 choses peu connues ou pas connues sur Ramsès II. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais bah, moi je croyais que je savais tout avec toutes les émissions que j'avais vues, et là j'ai appris des trucs. Je dis, bah, bon, ouf, quand même, je sers à quelque chose. C'est ça. Mais voilà, je me dis, il y a quand même beaucoup de choses, voilà, en idées reçues ou pas, qui sont dites, mais au final, en fait, c'est vraiment un tout petit prisme finalement de la civilisation Ah égyptienne. bah oui. Moi, une de mes vidéos préférées, c'est Rêve mortel à Der El Médine. Alors en fait, elle faisait suite à Que révèle le papyrus d'interprétation des songes en Égypte ancienne, où là, c'est quand même super intéressant. On a un papyrus hyper long, justement, qui interprète les songes des hommes, parce que bon, ceux des femmes, on s'en fout, hein, clairement, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des constantes comme Mais, ça. oui, c'est ça. Mais, et surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que le songe étant envoyé par un dieu, ben, il a une valeur juridique. Et donc, effectivement, on a ce fameux procès d'une femme qui a été accusée, en fait, d'avoir volé l'outil d'un ouvrier. Et en fait, elle a été accusée par une femme qui dit « Mais moi, je l'ai vu en songe. » Et en fait, c'est elle qui l'a piqué. Et donc, on a le procès, en fait, verbal. On a, alors, limite minute par minute. Dans le même temps, le greffier, il s'en fout clairement de ce qu'elle a à dire. Donc, c'est quand même assez choquant. Parce qu'on voit pas... C'est pas à un moment donné, il y a un morceau qui manque. C'est qu'il nous dit, voilà, le procès reprend 1 heure après. On dit, ben oui, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle a choisi de ne pas le noter. Ce qui déjà n'est pas normal, parce qu'on a quand même beaucoup de documents de procès qui montrent que vraiment, là, il y a quand même un couac quelque part. Et au final, très très clairement, on l'a tendu un piège, quoi. Je veux dire, il y a eu un complot contre cette pauvre femme, et elle a quand même fini exécutée. Et ça, je me dis, c'est quand même hyper intéressant. Donc, du coup, c'est quand même assez glaçant, le récit de ce procès et comment les choses fonctionnent. Mais dans le même temps, on est en plein dans la vie quotidienne, on touche vraiment le quotidien des gens. Là, on est... Mais dans l'Égypte ne sera ancienne, jamais en fait, oui, c'est ça. avec ce qu'on nous dit sur les pyramides ou autre. Là, on y est à fond, quoi. Et ça, on n'en parle pas. Et on ne peut pas en parler. Les émissions sont beaucoup trop larges. Ouais, ils peuvent puis, pas. Finalement, cette vie quotidienne-là, elle intéresse certainement moins aussi. Je pense que ça serait aussi beaucoup plus compliqué de faire tout simplement une émission dessus. Parce qu'il faudrait peut-être avoir la matière. Bon, moi, c'est un truc qui dure, je sais pas, une dizaine de minutes. Ouais. Dans le même temps, c'est pareil. Il faut aussi des images. Et moi, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça aussi que je galère. C'est qu'il y a des sujets comme, par exemple, celui-là. Comment tu voilà, mets, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je montre comme image, quoi. Ouais. Alors, au bout d'un moment, je veux dire, les gens, je pense qu'ils sont quand même embarqués dans l'histoire. Donc, ils se disent, mais waouh. Donc, on n'a finalement plus besoin d'images. Mais c'est que c'est quand même un peu compliqué. Donc, par exemple, j'ai mis des silhouettes en noir pour les personnages principaux qui reviennent, du coup, dans le procès. Mais bon, ouais, il y a des choses, c'est un peu compliqué en fait à illustrer. Et bon, mais en même temps, voilà, je me dis si à mon avis les gens veulent bien me faire confiance, Et puis maintenant je pense que ça avoir arrive accès aussi à au fur et autre à chose mesure. et justement l'Égypte qu'on ne connaît pas. C'est ça. L'Égypte qu'on connaît, c'est vrai, comme tu le disais, on en parle beaucoup. Oui, c'est pour et ça notamment dans les émissions avec lesquelles tu collabores en tant que conseillère scientifique et intervenante, c'est ça le ça. terme. Donc il y a Secret d'histoire, c'était le secret d'histoire sur Ramsès II, Laissez-vous guider, science grand format, et puis là, comme on l'a dit la semaine prochaine, voilà, tu pars affronter ça. la chaleur avec des racines et des ailes. C'est celui qui sera diffusé à l'automne. Fin septembre, début octobre. D'accord, et donc là tu vas aller voir notre ami Toutankhamon. Et notre amie Mariette. Voilà, donc tu vas descendre dans la tombe de Toutankhamon pour parler du bonhomme. C'est ça. Alors du bonhomme, alors en fait justement, bon, ça, il ne le savait pas, donc ça s'est vraiment bien goupillé. Parce que donc, au départ, on m'avait proposé de parler de Mariette de Champollion, justement, puisque donc on a les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes qui arrivent en septembre, on a les 100 ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon qui arrive en novembre, donc c'est vrai qu'on a une fin d'année un peu chargée d'un point de vue égyptologique. Et puis ils m'ont dit, bon, on voudrait aussi la tombe de Toutankhamon, mais alors, comme c'est pas une fouille française, on ne sait pas trop comment l'amener. Et puis donc on réfléchissait, et puis en même temps trop génial, puisque donc au départ moi je pensais intervenir comme j'avais fait pour les autres émissions. Ils m'ont dit non mais en fait on veut aussi te suivre, on veut aussi voir un peu qu'est-ce que tu écris comme livre, parler de tes chaînes aussi sur YouTube. Et puis là je me dis attendez, si vous voulez parler de mes bouquins, je veux dire là le lien je l'ai, parce que j'ai effectivement un bouquin, en plus trop bien, ça sort aux bonnes dates, sur justement la tombe de Toutankhamon, l'envers du décor, qui est un livre sur l'histoire absolument passionnante des pillages qui ont eu lieu dans la tombe de Toutankhamon. Très très peu de temps après
les funérailles, mais peut-être même quelques semaines en fait, après les funérailles du roi. Ah, directement, les mecs, ils n'ont pas attendu. C'est la première tombe qui se fait piller quand même dans la vallée des rois, à cette époque-là, sachant qu'on a à peu près une douzaine de tombes à cette époque-là, que le second pillage, on sait qu'il est intervenu maximum 5 mois après la fermeture de la tombe. Et comme on le sait tout simplement parce qu'en fait, on a retrouvé des bouchons de vases qui contenaient au départ des parfums, qui contenaient des onguents. Alors, on en a certains, on est sur des œuvres d'art, on est sur des vases en calcite, donc c'est super lourd, c'est en pierre. Donc, un vase, il peut faire largement 5 kilos. Donc, bien évidemment, le vase n'intéressait pas. En plus, j'ai marqué Toutankhamon partout. Donc, à vendre sur le marché local, c'est un peu compliqué. C'est pas très discret comme. Mais de fait, on sait qu'ils ont versé, puisqu'on a retrouvé les bouchons partout au sol. Okay. Donc, ils ont versé dans des espèces de petites gourdes, des contenants plus petits, plus légers. Des parfums, des crèmes qui étaient beaucoup plus faciles à revendre sur les marchés locaux. Et donc on se dit, mais max 5 mois après, donc il y a quand même 2 pillages entre la fermeture de la tombe et donc c'est 5 mois. Alors on se dit, bon, allez, déjà un pillage, c'est quand même ballot. 2, il y a quand même un problème. Mais attends, vu tout ce qu'on a retrouvé, pardon, là c'est mais vu tout ce qu'on a retrouvé, c'est-à-dire que, On a retrouvé 4889 objets. Mais vu que ça avait été pillé, c'est-à-dire qu'ils sont pas arrivés jusqu'à là où il y avait l'or. Ou alors il y en avait trop, ils n'ont pas pu tout prendre. Alors en fait, la tombe de Toutankhamon, donc effectivement, c'est une tombe inachevée qui au départ n'était pas faite pour lui. Comme il est décédé prématurément entre 18 et 20 ans, du coup, on a essayé de faire au mieux. Donc en fait, on a un couloir qui fait à peu près 8 mètres de long. On a une première pièce qu'on appelle l'antichambre, puisqu'elle est juste avant la chambre funéraire. On a une toute petite pièce qu'on appelle l'annexe. Et on a une dernière pièce qu'on a surnommée la salle du trésor, parce qu'en fait, c'est là que contenaient les bijoux, notamment. Et Howard Carter a pu établir, parce que les Égyptiens étaient juste géniaux. En fait, ils accrochaient à chaque boîte une étiquette où il était indiqué ce qu'il y avait à l'intérieur, ou alors il écrivait directement sur la boîte, ce qui fait que on a réussi à avoir une info qu'on n'a jamais en temps normal, savoir qu'en temps normal, on a une pièce quasiment vide ou vide, on sait qu'elle a été pillée, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Là, grâce à ces étiquettes et à ces inscriptions, on a pu exactement mesurer en fait l'ampleur des dégâts, l'ampleur des pillages. Et donc, à ce moment-là, Carter a pu, du coup, une fois que vraiment tout était remis en gros à sa place, établir qu'ils avaient piqué 60% des bijoux. C'est énorme. Mais d'accord. C'était pas tout ce qu'il y avait, d'accord. Quand on voit en fait ce qui reste, on se dit mais mon Dieu, mais tout ce qu'ils ont pris. Tout ce qu'ils ont pris, c'est énorme. D'accord. Et en fait, on a plein d'indices dans la tombe qui nous permettent de savoir qui étaient ces pilleurs. On sait que la seconde fois, ils ont bénéficié de la complicité des Medjay, qui étaient les policiers en fait qui faisaient les patrouilles. On sait que la seconde fois, ils se font choper dans la tombe ou juste à l'extérieur. Et là, c'était pas bon pour eux. Alors pour l'instant, on n'a pas retrouvé de papyrus qui nous parlent de ce procès. Par contre, à peu près 150 ans, 200 ans après, on a une vague de pillage de nouveau assez conséquente dans la vallée des rois, avec énormément de tombes qui sont touchées, et qui vont décider en fait les dirigeants à sortir les momies royales pour les mettre finalement ailleurs pour essayer de les protéger. Et là, par contre, on a retrouvé plusieurs papyrus qui nous parlent de ces procès. Et là, c'est un truc énorme. On a quasiment une centaine de personnes qui sont impliquées. On a donc les ouvriers du petit village qui sont chargés de les construire et de les décorer. On a de nouveau des Medjay qui faisaient donc les patrouilles. On a aussi des nobles et des prêtres qui recélaient en fait les objets. Et je me dis, mais c'est un truc de malade, quoi. Et alors après, du coup, on avait quand même... Parce que donc, on sait, en gros, ce qui s'est quand même passé pour les pilleurs de la tombe de Toutankhamon. Ils étaient... Parce que ça, c'est la méthode égyptienne. J'adore. Alors, on torture d'abord et on interroge après. Ah, bah oui, ça, oui. Et ce qui fait qu'on a des procès où, finalement, on nous dit qu'on relâche la personne parce qu'on la considère comme innocente. Ben ouais, sauf qu'en fait, elle a été quand même un peu torturée avant, quoi. Ok, bon. C'est pas grave, c'est les dégâts collatéraux. On a un procès... donc pareil, de pillage de tombe, où on sait que, parce que c'est indiqué, que la personne est torturée, elle est interrogée, elle est torturée, elle est interrogée. 6 fois. Pendant le procès, plusieurs fois, le procès s'arrête, et en fait, on le vire, on le torture, et on revient pour prendre sa déposition. Et là, quand le mec, manifestement, il n'en peut plus, parce que chaque fois, il lâche toutes des mauvaises informations, et à la fois d'après, à un moment, il lâche plus rien. Donc on se dit, bon, c'est bon, il a tout dit. Mais, il n'y a plus rien à en tirer. Mais c'est ça. Mais il est presque mort. Et de fait, après, on avait, donc une nouvelle fois, de façon logique, une peine de mort, c'est quand même un sacrilège de s'attaquer à une tombe royale. Donc peine de mort par décapitation ou par empalement.
Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, c'est pas très 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 bon pour eux. Quoi. C'est mieux la décapitation, à choisir. À la limite, ouais. À la limite, ouais. Ok, donc dans Des racines et des ailes, on retrouvera donc l'histoire voilà, donc de fait, de ils m'ont dit, cette c'est trop tombe bien, et tout on ça. veut en parler dans Des racines et des ailes. Voilà. Avec Mariette, qui, je savais pas, est enterrée Oui, dans les jardins du musée du Caire, donc de l'actuel musée du Caire, puisque donc effectivement on a une partie des collections qui sont en cours de transfert au grand musée égyptien. Mais donc le musée va continuer à fonctionner avec des collections de l'Ancien Empire et du Moyen Empire. D'accord, donc actualité chargée à l'automne parce que tu auras donc ton livre sur la tombe de Toutankhamon, donc il va sortir aux éditions Monde Antique. Monde Antique. C'est ça. Tu as un livre qui vient de paraître sur les hiéroglyphes en 12 leçons. Le 8 juin. Voilà, d'accord, qui sort le 8 juin. Les hiéroglyphes en 12 leçons chez Flammarion, collection Librio. Oui. Et puis tu as aussi la publication du Bienvenue à l'école des scribes au Rocher. Édition du Rocher, ouais. Un départ d'expo. Alors à Toulouse, on va avoir une exposition sur les momies. Donc pas que égyptiennes, mais donc on m'a chargé en fait de chapeauter. Parce que des momies, en fait, il y en a partout, au Pérou. Pas partout, mais il y en a à différents endroits. Voilà, des techniques de préservation des corps. Il y en a sur tous les continents, en fait. Selon les méthodes employées à l'époque en Chine. Il y en a pas mal en Chine avec un espèce de liquide rouge, on ne sait pas ce que c'est encore très mystérieux. Il y a les momies égyptiennes et puis il y a, au Pérou, j'avais bossé un petit peu sur les momies Chimchoros. Si les auditeurs veulent s'intéresser au sujet, c'est passionnant. C'est un peu morbide, mais c'est passionnant. En général, plus c'est glauque, plus ça passe. Donc tu vois, cette expo, collection sur les momies à Toulouse. Donc du coup, moi j'ai chapeauté la partie sur l'Égypte. Et puis il y a aussi une sortie de BD qui est prévue mi-octobre sur justement Howard Carter. En gros, sa vie avant la découverte. Enfin, on arrive jusqu'à la découverte de la tombe. D'accord. En gros, la BD s'arrête là-dessus. Donc c'est une BD historique. Donc en fait, il y a la BD et à la fin de chaque chapitre, il y en a 10. Donc j'ai écrit une double page. D'accord. Justement, pour que les gens aient un peu plus d'infos, on va dire, sur une thématique qui est abordée, on va dire, dans le chapitre. Ok. Et il y a toutes tes publications ici en anglais. Donc ta thèse qui va sortir en anglais. Donc, être un enfant d'Égypte ancienne sort à peu près dans 15 jours, 3 semaines, effectivement, aux presses de l'Université américaine du Caire. Donc là, quand même, la classe. C'est ça. Donc là, justement, je suis en train de travailler sur la version anglaise de Maternité Petite Enfance qui va sortir à l'automne. En fait, okay, ouais. La tombe de Toutankhamon, l'envers du décor, qui sortira aussi en anglais à l'automne. Ok. Ouais, c'est ça. Plus un roman que je suis en train de chapeauter, un roman historique. Alors, c'est pas moi qui l'écris, justement, c'est très sympa aussi. C'est une autre façon de faire. Donc, c'est Christophe Cazeneuve qui a écrit notamment Les Petits Mythos. D'accord. Ou la BD Les Sisters, qui se met à faire un roman donc, pour les jeunes sur l'Égypte. Donc, moi, je suis conseillère scientifique donc, sur la partie roman. Et sur la partie visuelle, puisqu'on a aussi, donc c'est génial, parce que c'est mon ami, donc du coup je suis ravie de travailler avec lui. Et celle qui fait les dessins, c'est Nathalie Janer, et je suis ultra super fan de ce qu'elle fait aussi. Donc c'est trop cool. Donc elle aussi, en fait, soit je lui donne de la documentation, soit en fait elle me montre. Donc je corrige aussi les images, parce qu'il y en aurait une centaine. Quand même, ouais. Pas rien. Ouais. Et vraiment, quand on les a vus, on ne peut être que fan. Donc, de fait, je suis un peu blindée, ça plus le reste. Et puis les parutions jeunesse, avec, comment elle s'appelle, Ombeline. Oui, c'est ça. Voilà, donc, c'est 2 livres de contes, en fait, ou d'histoires. Alors, c'est Album Fantastique. D'accord. Donc, effectivement, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en tant qu'égyptologue à faire ? Je dis, oui, mais en fait, ça me faisait plaisir. J'avais envie de faire ça. Donc, je pars du principe qu'il ne faut pas en fait, se limiter. Et que, quand on a envie de faire des choses, si on les fait vraiment avec cœur, passion, énergie et sérieux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais. Donc, effectivement, j'ai ça dans les clous. J'ai aussi un jeu de société. Oui, tu m'en as parlé, le jeu de société, ouais. Bon, voilà. Et puis, il y a eu aussi la contribution avec Pandacraft, non ? Oui, alors c'était il y a quelques années. C'était une très chouette rencontre parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. En fait, Pandacraft, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est des boîtes qu'on reçoit à la maison sur un sujet. Il y a un magazine et il y a un kit, effectivement, avec des choses que les enfants donc d'abord doivent chercher, une espèce de chasse au trésor, donc il y a des indications pour les parents, donc effectivement pour que ça soit planqué à des endroits bien stratégiques. Et puis ensuite, ils ont effectivement des kits d'atelier, donc c'est très 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 sympa. D'accord. Et c'est quoi la suite pour toi ? Est-ce que tu as des fouilles en prévision ? Est-ce que c'est possible de repartir faire des fouilles en Égypte, Alors là, de façon à l'heure actuelle, non.
Par contre, effectivement, repartir en Égypte, oui, parce que j'ai des voyages qui sont prévus du coup avec l'agence Verdier Voyage. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est qu'il y a eu une série Guide d'annulations. conférencière, ah ouais, Voilà, c'est vrai, série ça c'est d'annulations un le peu dernier, compliquées voilà, par rapport au confinement, mais là c'est en train de repartir. Donc il y a des croisières, il y a des séjours aussi prévus sur Luxor. Donc D'accord. vraiment faire bien à fond la région d'Ébène. Alors ce qui est super, c'est que du coup, non seulement voilà, je suis guide conférencière parce qu'il y a aussi des conférences, j'accompagne les groupes, mais ils m'ont permis aussi donc on va dire, retravailler en fait en amont le programme, ce qui fait qu'il y avait des choses en fait que ils ne savaient pas. Je dis mais attends, mais ça c'est trop bien, c'est ça, il faut le y faire. aller. Oui. Rajouter ça au programme. Oui, parce les que gars. par exemple à Abydos, en fait, il y a l'un des plus beaux temples d'Égypte qui est le temple de Séti Ier, D'accord. qui est absolument et vraiment magnifique. Et à côté, il y a le temple de Ramsès II, qui est par contre extrêmement mal conservé. Et de fait, il n'est jamais prévu au programme. Et je leur dis, si, il faut le mettre. On me dit, mais non, mais il n'est pas terrible. Je dis, oui, le temple, il n'est pas terrible en lui-même. Je dis, par contre, moi, je l'ai fait parce que j'ai organisé 2 voyages en fait avec des amis. Et je lui dis, un des meilleurs souvenirs des gens, c'est le temple de Ramsès II. Il me dit, il y a quoi à voir? Je lui dis, il y a des graffitis. Il y a des graffitis de pèlerins. J'ai une fois que les gens les ont vus, il y en a une centaine, mais les gens sont fous parce qu'en fait, j'ai même plus besoin de leur dire regardez, c'est les gens qui les cherchent eux-mêmes, qui les trouvent eux-mêmes. Et d'ailleurs, la première fois où j'y suis allée, je pointais, donc j'avais vraiment le nez sur le mur quoi, pour montrer aux amis. Puis le gardien il finit par venir, il me dit mais qu'est-ce que vous regardez là? Et du coup, je lui montre. Il était fou. Il me dit, mais ça fait 20 ans que je suis là. Il me dit, il n'y a jamais personne qui m'a montré ça. Je ne savais pas que c'était là. Et donc après, ça m'a fait rire. On était 2 gosses. Je dis, oh, j'en ai un là. Je dis, moi, j'en ai un là. Et puis en fait, voilà, on pointait. Du coup, lui, ça lui a fait de la journée. Les gens qui étaient avec moi étaient enchantés. Et donc ça, typiquement, c'est jamais montré, en fait, c'est jamais pointé. Donc c'est pareil, il y a des tombes, je leur dis non, mais ça là, il faut vraiment les faire, c'est parmi les plus belles tombes d'Égypte. Je dis bon, ok, on les rajoute. Je leur dis par contre, le palais de Balgata, je suis là, par contre, vous pouvez l'oublier. Il me dit ah bon, mais pourquoi on peut pas le voir? Je dis si, c'est des ruines qui affleurent, c'est de la boue séchée. Au max, on a 30 cm de conservé. Alors par contre, il y a plein de vipères à cornes, donc je dis si jamais vous voulez venir là, voilà, on est mordu, on y reste au bout d'1 heure. Oui, on va l'enlever de la visite. Oui, je crois que c'est mieux. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est bien pour les auditeurs, au cas où si vous prévoyez, voilà, faites gaffe. Palais de Balgata. Donc il s'était dit, oui, on l'avait vu passer. J'ai dit non. En fait, effectivement, on arrive à le pointer, on sait où il est, mais il ne se visite pas, non. Est-ce que quand tu es devenue égyptologue, tu t'es dit... parce qu'en fait, je suis extrêmement heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce que j'avoue, moi, je me suis toujours dit, si j'étais née... alors, c'est une idée, c'est un cliché. Si j'étais née riche... Je pense que j'aurais fait des études toute ma vie. J'aurais jamais travaillé. Enfin, tu sais, j'aurais fait de la recherche en finançant moi-même mes propres recherches. Comme ça, au moins, t'es pas emmerdé. Et je pense que j'aurais été égyptologue. Parce que moi, c'était un livre qu'on m'avait donné quand j'avais 5 ans où tu pouvais retirer le cerveau par le nez du crâne d'une momie. Enfin, tu vois, c'était vraiment le... Voilà. Je vois. Et tout ça. Et moi, je me suis dit, moi, j'aurais découvert la tombe de la reine, je sais pas quoi, et tout ça. Enfin, voilà. Est-ce que tu avais des rêves d'accomplissement en tant qu'égyptologue, de découvrir un truc? Pas du tout. Non? Ah ouais? Non. Non, je me dis, je vais me laisser porter. D'ailleurs, c'est vrai qu'en maîtrise, on m'a demandé sur quelle thématique je voulais travailler. Il y en avait plusieurs. Bon, j'avais mis la famille. Du coup, c'est comme ça qu'on m'avait proposé de faire l'image des enfants dans les tombes du Nouvel Empire. Et donc non. Alors d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'en maîtrise, je me dis, bon, alors voilà, bon, je suis d'enfant, bon, on part à côté, mais après je me dis, oui, mais après la thèse, je vais travailler sur quoi? Est-ce qu'il y a des sujets qui vont vraiment m'intéresser à fond et tout ça? Et là où je me dis, non, mais en fait, c'est exactement l'inverse. Il faut plutôt que je me calme parce qu'il y a trop de trucs qui m'intéressent. Parce qu'effectivement, on a parlé de l'Égypte, mais du coup, donc, ce qu'on disait en off, c'est que donc, il y a ma seconde thèse sur le cheval dans les mythes grecs. Oui, parce que tu t'arrêtes jamais. Parce que j'avais dit que je voulais aussi être spécialiste des mythes, c'est-à-dire un mythographe. Ouais. Parce que donc j'ai fini par découvrir le terme. Donc attends, récapépète. Donc tu as tes livres, tu as tes chaînes YouTube, tu as la télé, tu as tous tes autres... Les jeux de société, les puzzles, etc. Et donc du coup, tu t'es lancé comme ça, si on faisait une deuxième thèse. Ah oui, alors après la première, je dis plus jamais je bosse sur un sujet gros comme ça. Et là, je suis sur un sujet qui est encore plus vaste. Et donc, c'est quoi ce sujet? C'est le cheval dans les mythes grecs. Le cheval? Ah ouais, non, mais voilà. Là... Et donc, ce n'est pas que le cheval, c'est en fait toutes les créatures hybrides qu'on va aussi retrouver, à savoir... Par exemple, genre Pégase genre les chevaux ailés. Les chevaux ailés, voilà. Il n'y a pas que Pégase, justement. D'accord. Donc, il y a les chevaux ailés. Il y a ce qu'on appelle les hypalectrions, qui sont moitié chevaux, moitié coqs. Il y a les centaures. C'est le cucu ou c'est le cucu ou... Alors en fait la partie avant c'est cheval et la partie arrière c'est très ridicule du coup.
Ça doit être sympa comme Oui, et animal. Aristophane d'ailleurs se moque des hypalectrions dans une de ses pièces. Donc, ouais, Hypalectrion, Oui, d'accord. oui. Très Alors bien. après on a les centaures, donc ils sont Bien moitié sûr, humains, des moitié hommes chevaux. chevaux. On a les ichthyocentaures qui sont moitié, enfin pas moitié, un tiers centaure, un tiers humain, un tiers poisson. On a donc les Ça satyres. vit où, ça? Ça respire comment? On a les satyres, on a Ouais. aussi des gorgones Oui, qui d'accord. parfois sont représentés en fait comme des espèces de centaures mais avec une tête de gorgone. D'accord. Enfin, donc de fait voilà, on a beaucoup de créatures finalement hors Qui normes, dérivent chevalines, c'est du ça. cheval, ouais. Ensuite, on a donc des épisodes qui sont vraiment estampillés cheval, comme par exemple le célèbre cheval de Troie. Ouais. Sachant que j'ai trouvé, c'est ça qui est très drôle, j'ai trouvé 2 équivalences de chevaux. Alors pas en bois, en métal, en Asie mineure, où en fait on nous dit qu'à tel endroit on a exhumé en fait un cheval mais colossal qui pouvait contenir plusieurs personnes avec des fenêtres, des machins. Je me dis waouh, on a juste une résurgence, une espèce d'avatar finalement du cheval de Troie. Ok. Et bon, donc voilà, en fait on a vraiment beaucoup d'épisodes mythologiques qui sont liés au cheval, Ok. mais vraiment énormément. Donc voilà, entre ça, les personnages qui ont parfois une vie, comme par exemple Hippolyte, qui est le fils de Thésée. Donc son nom veut dire celui qui lie le cheval, celui qui est lié au cheval. Et de fait, il est tellement lié au cheval qu'il meurt par un cheval. C'est-à-dire que quand en fait sa belle-mère l'accuse à tort donc de Phèdre d'avoir essayé d'abuser d'elle, Thésée devient comme fou et donc il demande à son père divin, puisqu'on a une version où c'est Égée, une version où c'est Poséidon, de le venger. Et donc Poséidon fait apparaître un taureau marin qui va faire peur en fait à l'attelage d'Hippolyte, qui n'arrive plus donc à les maintenir. Et en fait, en étant lié justement au cheval, il va être traîné sur des mètres et donc il va mourir finalement par le cheval. Parce qu'il est lié au cheval. Et son nom est vraiment en rapport du coup avec sa fin qui est quand même... Et ça va te prendre combien de temps ça m'a déjà pris. Ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Je sais pas, 5-6 ans facile que je suis là-dessus. Mais t'as une directrice, t'as un directeur? Non, parce que c'est une thèse d'habilitation, donc en fait on s'inscrit quand on est sur le point de soutenir, ce qui de fait me va très bien. À la toute fin en fait, oui, ouais, d'accord. Parce qu'après, voilà, du coup, c'est pas comme si en fait j'attendais un poste derrière, sinon je m'activerais un petit peu. Là, l'idée c'était d'avoir en fait une validation universitaire pour que mes recherches soient considérées comme valables justement par les hellénistes. Parce que s'ils voient une publication d'une égyptologue sur le cheval dans les mythes grecs, on va dire mais en gros, mais de quoi elle s'occupe celle-là quoi. Et donc vu le nombre d'années de travail passé sur le sujet, vu le nombre de documentaires amassés sur le sujet, voilà, j'aimerais que quand même mon travail serve un peu. Alors sachant que voilà, j'ai quand même rédigé déjà 500 pages, donc il me manque un chapitre et après toutes les intros et les conclusions à faire. Mais bon, là il me faut quand même beaucoup de temps, vraiment, et puis du temps avec rien. D'accord. Donc c'est pas de demain la veille que ça va arriver. Mais bon, voilà. Tu penses qu'il te reste encore combien de temps pour là en fait en gros il faudrait vraiment que j'ai 3 mois avec rien. 3 mois avec donc, rien. 3 mois avec rien, en fait, ne serait-ce que déjà avec les chaînes YouTube à gérer. Ça ira mieux quand en fait, je disais, j'aurai soit des aides financières, soit des subventions. Parce que du coup on pourra faire beaucoup de tournages d'un coup et après du coup les étudiants vont se gérer sur les montages et autres et moi je pourrais souffler en fait tout bêtement sur une période un peu plus conséquente. Et il y a personne, si quelqu'un travaille aussi déjà sur le cheval, est-ce que ça peut poser problème ou... Alors en fait, là je suis largement tranquille parce qu'il y a des trucs en fait, mais ça va être le cheval dans l'art ou les animaux dans la mythologie. D'accord, voilà, ok. Ça donc il y a eu ces publications. Après je suis vraiment très très zen et sereine parce que le sujet, une nouvelle fois, est tellement vaste qu'il est beaucoup trop vaste en fait pour une thèse. D'accord. Donc il n'y a jamais personne qui va se lancer. C'est trop. C'est trop. Il n'y a que moi, je suis trop tarée en fait pour... Après par contre j'ai dit plus jamais. Mais vraiment là, je m'écouterai. Ouais, donc rendez-vous dans 10-15 ans pour une nouvelle thèse sur... Non. Parce que les Étrusques, c'est quand même vachement bien. Ouais. Oui, mais les Étrusques, je lirai. Voilà, je lirai. Les Étrusques, c'était vraiment trop cool. Okay. Qu'est-ce que tu fais en fait quand tu travailles pas? Bon, alors c'est que ça arrive assez peu souvent. C'est quand même comme je m'éclate, les vacances c'est compliqué à prendre. Ouais. Après c'est que quand j'y suis, je me dis ouais quand même c'est pas mal. Mais en même temps ça me manque de... C'est que, voilà, j'ai été en vacances avec ma famille, j'avais mon ordinateur, il me dit tu vas pas aller travailler. Je dis le matin et 2 heures je travaille pas, je suis en vacances. Hein. Mais voilà, ça te démange. C'est ça. C'est mais ça. en fait c'est vraiment quand je dis un feu sacré, mais c'est un truc incroyable quoi. C'est vraiment... T'as une mission en fait. Mais déjà même pour moi quoi, je veux dire, après c'est que ma mission c'est vraiment d'arriver à transmettre justement ce plaisir que j'ai, que les gens aient ce même plaisir d'apprendre, mais
Non, après voilà, ça m'arrive de peindre. J'aime beaucoup peindre. Bon, ça Oui, fait longtemps mais que j'ai pas peint. tu peins et Mais, tu transformes ça en puzzle sur l'Égypte antique. Donc super. Oui, bon, ça c'est hérité de mon grand-père qui était un très très grand artiste. Et donc de fait, effectivement, j'ai le dessin, on va dire, un peu facile. Mais du coup, bon, ça c'est cool. Mais non, j'aime bien faire du sport, j'aime beaucoup faire de la rando, j'adore voyager, même si pas trop eu l'occasion de ces derniers temps. Ouais. Et puis, bon, j'aime beaucoup jouer. Je suis une grande enfant, en fait. Je me Ouais. vois comme une espèce d'égyptologue scientifique hyper sérieuse, oui. Mais en dehors de ça, j'ai aussi une vie. Donc, non, les jeux de société, j'adore. Bah, c'est pas pour rien que du coup, j'en ai inventé un. Ouais. Et non, en fait, voilà, l'idée, c'est j'ai envie de faire un truc, je le fais. Ouais. Après, peu importe le temps que ça prend, peu importe voilà, l'énergie, mais voilà, même si c'est de la peinture, tout bêtement, quoi. C'est un métier de rêve, égyptologue, parce que c'est classé, enfin moi, donc dans Slice, avec tous mes chefs d'entreprise que j'ai reçus, c'est pour ça que je suis là avec toi, j'ai eu beaucoup, à la question justement, qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez petit, j'ai eu archéologue, donc archéologue, et moi, j'ai transformé ça en égyptologue, parce que c'est le truc qui, moi, me faisait vibrer. Mais est-ce qu'il y a une différence déjà entre égyptologue et archéologue? Alors oui, parce qu'effectivement, un archéologue peut être égyptologue, mais un égyptologue n'est pas forcément archéologue. Ok. Alors justement, sur Nefertitube, j'ai fait une vidéo sur justement être un égyptologue où je présente finalement tout le panel, tout l'éventail des métiers qu'on peut faire en tant qu'égyptologue, puisque finalement c'est un spécialiste de l'Égypte. Mais on peut être archéologue, on peut être historien, on peut être historien de l'art, on peut être céramologue, on peut être anthropologue. Voilà, il y a tout. Tu t'inscris dans une période donnée. Alors normalement, moi j'ai pas de période donnée parce que je suis presque, sauf les époques tardives. Moi j'avoue que bon, à partir du moment où on a des vagues d'invasion, ça me plaît plus trop. Ouais. Mais non, parce que chaque période en fait a une richesse, des choses à apporter, des choses à apprendre. Donc. Et archéologue, c'est lui qui fouille. Et donc archéologue, c'est celui qui fait des fouilles. D'accord. Mais donc pas forcément en Égypte. D'accord, donc oui, partout, voilà. Chez les Romains. Après, de fait, on peut avoir des techniciens effectivement de fouilles qui peuvent fouiller en France, qui peuvent éventuellement aussi être appelés à fouiller à l'étranger. Ok. Et voilà, puis on peut avoir aussi qui connaissent en fait la technique de la fouille. Alors en fait justement il n'y a pas une technique, il y en a plusieurs. D'accord. Souvent qu'on fouille sur du préhistorique, souvent qu'on fouille sur de l'antiquité, je sais pas, sur du renaissance, du médiéval, c'est pas forcément la même chose. Ouais. On va dire qu'il y a une base, mais après on va l'affiner. Si on fouille un cimetière, on va pas du tout le fouiller de la même façon que voilà un temple ou une maison. Il faut aussi quand même qu'on soit conscient. Alors justement j'avais eu la chance de participer à un stage en anthropologie à Bordeaux il y a quelques années. Parce que tout simplement, nous on fouille, on trouve des ossements, mais les ossements, si on n'est pas un peu formé, c'est quoi, c'est du poulet ou c'est du humain là? Bon, donc, un fémur, je crois. Mais blague à part, c'est quand même important parce que moi, par exemple, les tombes que j'ai pu fouiller au Ramesséum, puisqu'en fait, sous le temple, en fait, on a un premier cimetière qui date d'avant le Ramesséum. D'accord. Et on a un cimetière qui date d'après le Ramesséum, quand en fait les lieux sont abandonnés. Ils vont être réinvestis en fait comme cimetière. D'accord. Donc dessous en fait on a des tombes de périodes différentes. D'accord. Et pour l'instant toutes ces tombes ont été retrouvées pillées. Mais quand je dis pillées, après mais juste exposées quoi. Je veux dire, au niveau des ossements, on n'a jamais réussi à retrouver un squelette complet. Les squelettes peuvent éventuellement être sortis. Après la lumière, du coup, on voit s'il n'y a pas des bijoux à récupérer, des amulettes un peu précieuses. On rebalance tout ça, donc c'est toujours de la déconnexion. C'est pareil, du coup, quand on a juste que quelques ossements, et surtout quand ils sont petits, comment tu fais, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc l'anthropologue, il est là. Quand il n'est pas là, du coup, on met éventuellement de côté avec des points d'interrogation. C'est arrivé une fois qu'une anthropologue d'une mission italienne vienne visiter le chantier. Du coup, je dis, je peux profiter que vous êtes là, machin. Bon. Et donc, alors ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai eu la confirmation. Certains trucs, je m'étais un peu plantée. Donc je me dis, du coup, c'est très bien. Mais après, tout bêtement aussi, là, je parle pas de cas pour moi. Mais donc, par exemple, en Égypte ancienne, et c'est une traduction qu'on retrouve dans d'autres endroits, où on pouvait enterrer en fait des enfants, des fœtus aussi parfois, sous le sol des maisons. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, en contexte finalement d'habitat, on peut quand même trouver des ossements. Et le problème, c'est que des ossements d'un enfant nouveau-né, d'un mort-né, d'un fœtus, par exemple, c'est très très compliqué parce qu'en fait, en termes d'os, c'est hyper fragile. Ouais. Et justement, Henri Dudet, qui avait travaillé, préparé ce stage d'anthropologie, nous disait qu'il avait été sur des sites où en fait c'était une catastrophe parce qu'en fait lui direct il s'est rendu compte que là c'était une dent de machin et compagnie. Oui, parce que du coup moi j'ai appris
que en fait, les nouveau-nés, ils avaient quand même des dents. Bah oui, Mais en fait, elles sont au niveau de la mâchoire. Ah Mais ouais, du coup, elles d'accord. existent déjà. D'accord, oui. Alors, Après, elles c'est sortent... la taille d'un caillou. Hein. Alors, si on n'est pas au courant, un petit caillou, tout petit. Tout petit caillou. Mais si on n'est pas au courant, effectivement, Ouais, on c'est passe ça, à côté. ouais. Et donc, lui nous disait que, de fait, on Il y l'avait a de la appelé perte, sur des ouais. fouilles où il s'était rendu compte qu'en fait, il y avait des pertes parce qu'il y avait régulièrement des inhumations en fait, donc intramureuses, donc vraiment à l'intérieur de l'habitat. Et les archéologues, n'ayant pas été formés finalement à avoir l'œil pour reconnaître ce genre de choses, étaient passés à côté. Mais comment on enterre Non, mais ça... Bah là, il faudra dire l'enfant et la mort. C'est ça. D'accord. En Égypte ancienne. Dans ta maison, le garde sous le coude. Et du coup, C'est est-ce ça. que c'est un métier de rêve, égyptologue? Et Ça fait rêver beaucoup de gens. alors, Est-ce que c'est... C'est un métier de rêve parce qu'effectivement, ça fait rêver, je dirais, de 3 à 99 ans. Parce que justement, c'est ça qui est quand même génial, c'est que autant quand je fais des interventions, parce que ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé, je trouve ça génial. En maternelle, les gamins, ils sont à fond. Mais c'est... voilà, c'est juste génial, quoi. C'est une fois, je suis arrivée, j'ai justement une enseignante qui est devenue une amie, qui m'avait fait intervenir. Elle leur avait montré des livres. D'ailleurs, elle leur montre du coup les chaînes sur Néfertiti. Je dis, ah ouais, ils sont pas trop jeunes. Je rigole. Elle me dit, je suis vachement. Je dis, ok, très bien. Bon. Et là, elle leur avait montré effectivement des bouquins. Et puis là, je rentre dessus, je dis, ah oui, c'est le buste de Néfertiti. Là, c'est le masque de Toutankhamon. Je dis, oh la vache. J'ai mis même en sixième, on leur montre des trucs comme ça, ils sont pas forcément au courant. Donc à fond. Et Mais moi, c'est ça que je trouve ça cette génial. fascination de C'est, l'Égypte Parce que je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui, déjà, qui est tellement hors norme par rapport à nous. C'est tellement ancien que forcément, il y a quand même une espèce d'émerveillement, de fascination qui se met en place. Puis on a quand même des momies, ce qui quand même est extraordinaire. On arrive quand même à avoir des gens qui ont vécu il y a 2000 ans, 3000 ans. Donc ça, c'est quand même Et pas dire rien. que Ramsès est roux, t'es là. Et, Ah bon? Bah oui, regarde sa petite touffe là sur le... Dans une de tes vidéos, on voit sa touffe rouge derrière c'est et ça. t'es là, waouh, ok, d'accord. et ce qui est assez énorme aussi, c'est qu'on a, je crois pas m'avancer trop en disant que je pense que c'est la seule civilisation aussi ancienne qui ait laissé autant à la fois d'objets, de textes, de monuments qu'on arrive quand même encore à voir, quoi, qui ne sont pas forcément en état de ruine. Oui. Il y en a qui le sont, bien évidemment. Mais, et puis on en a beaucoup. On en a beaucoup, ce qui fait qu'on connaît vraiment bien cette civilisation. Il y a bien sûr des zones d'ombre, mais Bien on peut sûr, quand même oui. bien en parler. Des choses qu'on Donc, connaît pas, ouais. ça peut aussi faire quand même, je pense, rêver les gens. Puis on est quand même un pays chaud, machin. Bon, je Ouais. pense que voilà, on est avec l'ambiance C'est une aussi un peu tradition exotique. française, l'Égypte aussi. Peut-être que Clairement, c'est une passion française. Une passion Clairement. française, une tradition française, je sais pas, mais une passion française. D'ailleurs, Donc c'est le titre qu'ils ont choisi, des racines Ah, et des ailes. voilà, très L'Égypte, bien. une passion Eh française. ben voilà, c'est ça. voilà, c'est là. J'ai quelques petites questions parce que bien évidemment, vu le nombre de gens qui voulaient être archéologues, de chefs d'entreprise qui voulaient être archéologues, je leur ai envoyé un petit mail en leur disant, est-ce que si vous aviez un égyptologue sous la main, quelles sont les questions que vous lui poseriez? Donc bien sûr, le top, la question la plus posée, est-ce que ce sont vraiment les Égyptiens qui ont fait les pyramides? Alors, oui. Il n'y a pas d'extraterrestres, je suis Et alors, déçue. non seulement il n'y a pas d'extraterrestres, mais il y a quelques années, on a trouvé des papyrus sur les bords de la mer Rouge, D'accord. dans un endroit qu'on appelle le Wadi El Jarf, et qui sont notamment une correspondance avec l'intendant qui était chargé en fait de ramener des blocs de pierre justement sur le site de Gizeh. Donc, sauf si les extraterrestres maniaient l'égyptien ancien Le papyrus et et tout qu'ils ça. se sont dit allez on va galérer comme les autres à ramener les blocs, machin, a priori non. Il n'y a pas d'extraterrestres là-dessous. Ok. Autre question, est-ce que les dieux égyptiens, la religion polythéiste, il y a eu le truc avec Amon, etc. Mais bon, on va dire la religion égyptienne. Oui, parce qu'ils ne sont pas polythéistes. Ah bon, Ou alors d'accord. quand on dit ça, il faut vraiment mettre un bémol. Et une nouvelle fois. Alors justement, Ah ouais, il y a non, une mais là, future c'est- vidéo qui va d'accord. arriver. Non, Akhenaton n'était pas monothéiste. D'accord, ok. Donc parce justement, que ça, l'idée c'est ce qu'on sera nous vraiment dit, ouais. d'expliquer. Oui, mais bon, D'accord. on dit tellement de bêtises. En fait, non seulement on dit des bêtises, mais surtout, on se dit les gens sont trop bêtes pour comprendre. En gros, non mais je On va caricature, simplifier à mais c'est mort, ça. ouais. On va simplifier. Et en fait, si on simplifie trop, on finit par raconter des bêtises. D'accord. Donc déjà, quand on dit les Égyptiens pensaient ceci, ils mangeaient cela, machin, on parle de 3000 ans d'histoire, quoi. Donc déjà, Ils sont faut pas tous au arrêter. même, ouais, c'est pas la Voilà, même. quand on parle de la momification, je veux dire, la momification à l'Ancien Empire n'a C'est ça. absolument rien à voir avec celle qu'on a au Nouvel Empire ou celle qu'on a à l'époque des Coptes. D'accord. Rien à voir, il y a des évolutions. Voilà, ça ne peut pas être immuable. Des innovations, même. Et oui, des inondations, des échecs, des loupés, Ouais, c'est ça. voilà, beaucoup de réflexions. Plein de choses. En tout cas, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, on parle quand même d'une période qui est quand même très très large, long, qui est ouais. très très grosse. Quand on dit les Égyptiens croyaient en tel dieu ou autre, oui, mais en fait, à quelle période? Parce que déjà, quand on dit ils croyaient en Amon, oui, à partir du Nouvel Empire, mais avant ça, Amon, c'est vraiment un dieu local. Je veux dire, on sort de la région de Thèbes, personne ne connaît Amon, D'accord. en gros.
Donc déjà, voilà, c'est à moduler. Quand on dit Osiris le dieu des morts, à partir de la fin de la deuxième période intermédiaire. Avant ça, celui qui préside en fait le tribunal justement des morts, c'est son père, c'est Geb. D'accord. Donc je comprends bien, à un moment donné c'est évident, mais même moi, je veux dire, quand je dis Osiris dieu des morts, oui, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut aussi donner quand même des choses un peu précises aux gens, parce que sinon en fait on s'en sort pas non plus. Mais si possible, voilà, les modeler, en tout cas voilà, préciser qu'il y a un petit bémol éventuellement. Et donc de fait, quand on dit ils sont polythéistes, oui, la base, c'est-à-dire la majorité de la population est polythéiste. Par contre, les nobles, les prêtres, ceux qui ont du coup accès à l'écriture, qui ont accès à d'autres formes de rituels, d'autres formes de pensée plus évoluées au niveau de la religion égyptienne, eux, ils sont énothéistes. C'est quoi ce mot barbare? Alors, les énothéistes, en fait, pour eux, il y a une manifestation divine qu'on appelle Netcher. D'accord. Netcher, ça veut dire Dieu divin. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on ne lui donne pas de nom, de fait. Et ce Netcher se manifeste finalement aux gens, à la population, sous la forme d'une multitude de divinités, qui elles vont avoir des noms, qui elles vont avoir des attributions différentes. C'est quand même un peu des prophètes. C'est un dieu qui aurait plein de prophètes ou qui est incarné c'est dans... C'est pas un dieu, c'est le divin en fait. C'est le... Ah ok, c'est une force... Ok. Voilà, il n'a pas de forme, d'accord. Il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribution, c'est le divin. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose dont du coup la masse n'a pas conscience, parce que justement en fait eux ils sont forcément plus terre à terre, ils n'ont pas accès à ce genre de texte, à ce genre de liturgie, mais donc on a quand même déjà une distinction à faire sur ce point, sur la catégorie sociale, etc. Donc du coup ma question, est-ce qu'à l'heure actuelle il y a encore ce type de croyance? Alors oui, en Égypte, est-ce que c'est encore... À Abydos notamment, il y a une secte avec des gens qui se réunissent. Alors après c'est au solstice, machin, mais pas que. D'accord. Et donc, oui, il y en a encore des gens. Moi, je n'imaginais pas le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils étaient la réincarnation de Toutankhamon. Et là, je me suis dit, ok, très bien. Les gars, je sais pas, faire un duel pour voir lequel va survivre et lequel est le vrai Toutankhamon réincarné. D'accord, ah oui. Ah oui. D'accord. 5-6 personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient des révélations à me faire parce que c'était la réincarnation de Toutankhamon. T'as pas demandé quand même quelles étaient les révélations, histoire de juste voir. T'as pas de temps. Ok. Autre question, y a-t-il une traduction unique des hiéroglyphes? Alors pas du tout, sinon ça serait trop simple. D'accord, Parce que déjà il n'y en a pas forcément pour le latin, pour le grec, parce qu'il peut y avoir des nuances par rapport aux mots. On a la même chose pour les Égyptiens, sachant qu'il y a aussi des mots que l'on appelle les apax, c'est-à-dire qu'en fait on les trouve dans un contexte, mais on n'en a pas d'autres, en tout cas pour l'instant. Donc pour savoir exactement quel est le sens en fait du mot, c'est pas toujours évident. Et donc non, en fait c'est... Non, d'ailleurs, on a des écrits, des traductions qui étaient faites, je sais pas, il y a genre 50 ans. Aujourd'hui, elles sont vraiment pas mal révisées, quoi. D'accord, je ne doute pas que dans 50 ans, ils vont dire, ah bah non, n'importe quoi, c'est un contresens. On a parlé, donc il y a une vidéo qui est dédiée à ça sur Toutankhamon, sur pourquoi, alors j'ai eu la question, et ça c'est ma sœur, je dénonce, Alexandra, je te dénonce, pourquoi les chats étaient-ils autant vénérés? Et ça, on peut regarder ta vidéo où en fait, c'est exactement comme ce que tu viens de nous expliquer sur les religions. C'est dans certains endroits de généraliser, parce que justement, quand on généralise, en fait, donc on dit des bêtises. Donc, en fait, on a effectivement deux catégories d'animaux sacrés. On a par exemple le taureau apis, qui est donc considéré comme le messager du dieu Ptah. Donc, le taureau apis est enterré à Saqqara. Saqqara, c'est le nom moderne de la nécropole de la ville de Memphis, qui pendant à plusieurs reprises dans son histoire a été la capitale de l'Égypte. Et donc Memphis est protégé par le dieu Ptah. D'accord. Donc par ce taureau. Et donc en fait, ce taureau était censé représenter le dieu Ptah sur terre, et donc en fait être finalement l'intermédiaire entre les hommes et le dieu. Donc là on a un taureau sacré, c'est un seul. Et donc sur toute la durée finalement de sa vie, il est vraiment adoré comme une espèce de pharaon. Il a son harem, comme le pharaon. Sa maman, c'est trop mignon. Sa maman, on la ramène aussi avec lui, comme ça, il n'est pas très très loin d'elle. Quand il meurt, il a une espèce de funérailles grandiose. On l'enterre donc à certaines parties de l'histoire, donc dans le fameux Sérapéum trouvé par Mariette ensuite à Saqqara. Donc ça, c'est un animal sacré qui représente un dieu. On en a quelques-uns. On a aussi un bouc, on a un bélier. Bon. Et ensuite, à partir de la troisième période intermédiaire, fin de troisième période intermédiaire et surtout à partir de la basse époque, on a un autre phénomène qui se met en place, à savoir que dès le départ, on a des dieux qui sont associés à des animaux. Oui, pourquoi d'ailleurs c'est en plus la question de la suite, c'est pourquoi tant d'animaux
Alors là, c'est assez compliqué, c'est quelque chose qui remonte à la préhistoire, donc peut-être qu'on avait une espèce de culte avec des totems, peut-être. En fait, c'est pas encore justement des questions qui parce qu'il y a beaucoup, parce que par exemple, moi j'ai travaillé on a énormément sur par exemple les Amérindiens au Canada, avec des totems d'animaux, etc. Enfin, tu vois, des dieux incarnés dans des animaux ou des forces ou des trucs comme ça. T'en retrouves un peu dans le monde entier, donc pourquoi en fait, est-ce qu'il y a je sais pas, des rapprochements ou une étude qui a été faite sur pourquoi autant d'animaux, des crocodiles, des faucons, des machins. Honnêtement, alors j'en sais rien, je sais pas s'il y a une étude dessus, je n'en sais rien, et s'il y a une étude dessus, je ne la connais pas. D'accord. Ça sera donc forcément quelque chose qui prend racine à la préhistoire. D'accord, ok. Et de fait, pour le coup, je ne suis pas spécialiste de la préhistoire. Je connais des choses, mais je ne suis pas spécialiste. Mais effectivement, donc on a beaucoup d'animalité finalement dans la religion égyptienne. Donc soit avec des divinités entièrement animales, des divinités qui ont une tête animale, des divinités qui ont un corps d'animal et une tête humaine. Ça c'est quand même assez particulier. Voilà, donc on peut avoir donc ces combinaisons. Et de fait, à partir donc de fin de troisième période intermédiaire, surtout basse époque, on va avoir donc un nouveau phénomène, à savoir donc ces animaux qui jusque-là étaient associés à des divinités sans pour autant être sacrés, donc comme par exemple le chat avec basse-tête, le crocodile avec le dieu Sobek, les chiens avec Anubis ou Puaout qui est notre divinité à tête de chien ou de chacal. À partir de cette période-là, dans les cités sous la protection de tel ou tel dieu, effectivement, l'animal qui lui est associé va devenir sacré. D'accord, ok. Mais c'est un phénomène très très court finalement dans le temps. Donc voilà, à l'époque de Ramsès II, de Toutankhamon, on n'a absolument pas d'animaux sacrés, on n'a pas de chats sacrés. D'accord, ok. Pour l'Égypte, c'est vraiment un phénomène donc, isolé à la fois dans le temps et isolé géographiquement, puisque c'est... on a donc un animal qui va donc éventuellement être... parce qu'on a aussi des dieux qui ne sont pas associés à des animaux, qui sont juste des... donc par exemple, dans les endroits qui sont associés à Sobek, le crocodile est sacré. Alors d'ailleurs, on a une ville qui s'appelle Chédet chez les Égyptiens. Les Grecs, on l'appelait Crocodilopolis. Crocodilopolis. Hérodote, ça devait être sympa. C'est ça, le voyageur grec Hérodote nous dit quand c'est jour de fête, on met des colliers de fleurs autour du cou du crocodile, on lui accroche des boucles d'oreilles. Bon, là, je pense qu'on devait le rassasier un petit peu avant. On lui a bien donné à manger avant. Dangereux. Et donc à ce moment-là, on avait des fêtes, mais je veux dire, dans la cité à côté. C'était une autre divinité. Oui, c'est ça, c'est pas du tout les crocodiles. D'accord. Donc pareil pour les chats. Donc une nouvelle fois, en fait, l'idée, c'est de dire attention, quand on fait trop de généralités, on finit par raconter des bêtises. D'où le fait que voilà, j'avais fait une vidéo intitulée Non, le chat n'était pas sacré en Égypte ancienne. Et tu t'es pris des tirs monstrueux. Les animaux. J'étais une mauvaise personne parce que je n'aimais pas les chats. Je préfère juste. J'aime un peu plus la vérité que les chats. Voilà, j'avais aucune connexion avec l'esprit du chat. Enfin, bon, c'était pas fréquentable. Bref. C'était épique. J'aime ça. Les gens sur les réseaux sociaux sont épatants. Ah, vraiment. Tout à fait. Et dernière question, c'était une question moi personnelle. Ça concernait les ventes aux enchères d'objets archéologiques. Ce que tu en pensais. Est-ce que tu avais un avis ? Parce que c'est vrai que moi déjà, je ne savais pas que ça existait. Moi, les seules choses que je savais qui existait, c'était la numismatie, donc les pièces anciennes. Et en fait, j'ai découvert le monde des ventes aux enchères où tu peux acheter des artefacts, je sais pas moi, phéniciens, vikings, tout, en fait. et égyptiens. Oui, et même des pointes de flèches en silex de la préhistoire. Enfin, mais tout en fait. Et pour moi, c'est c'est scandaleux. Il faut que ce soit dans des musées. Enfin, tu vois, c'est. Alors, après, je sais que ça existe. Nous, justement, la bibliothèque d'égyptologie où je vais à Paris. On reçoit régulièrement les catalogues de vente, ce qui nous permet quand même de voir aussi ce qui passe, parce que il y a des choses qui peuvent nous intéresser pour nos propres recherches. Après, si c'est quand même des objets un peu hors normes, les musées ont vraiment un droit de préemption, donc de fait, ils peuvent se constituer acquéreurs sans que ça passe justement donc aux enchères. Après, honnêtement, il faudrait que je regarde plus. Moi, ce que j'ai vu en fait dans les catalogues, on va dire de vente, c'est des choses où en fait on en a tellement d'exemplaires que finalement ça n'avancerait rien. Enfin, ça n'avancerait pas un musée d'en avoir un de plus. Bon, sauf s'il veut se constituer en fait une collection, c'est possible. Mais de fait, c'est pas vraiment des objets qui manqueraient. Bon, après, en tout cas sur les catalogues de vente, on a quand même cette possibilité d'avoir un catalogue. Donc une possibilité de référence, une possibilité quand même d'avoir des infos sur cet objet si jamais on en avait besoin. Même s'il est vendu, on a quand même donc ces informations-là. C'est pas comme si en fait quelque chose passait que finalement c'était complètement perdu. Là, c'est pas complètement quand même perdu pour la recherche.
Après, bon, il faut savoir que des musées comme le Louvre, ils ont des milliers et des milliers d'amulettes qui, par exemple, sont... mais le British Museum, c'est pareil, qui sont dans les réserves et qui, en fait, soit resteront là, soit, en fait, servent à alimenter d'autres musées parce que le musée du Louvre est un très, très gros prêteur d'objets. C'est aussi pour ça que, bon, par exemple, on a le Louvre-Lens qui a pu s'ouvrir, donc c'est quand même pas rien. Oui, il y a le Louvre à Abu Dhabi, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est ça Le aussi. Louvre à Abu Dhabi aussi, tout à fait. Tout à fait. Et donc, de fait... Toi, ça ne te choque pas de... Me choquer ou pas Bon, j'avoue que ça fait que je ne me suis pas forcément trop posé la question. Ouais. Je me dis si dans le même temps, en fait, ça peut permettre, mais bon, c'est un peu illusoire, mais ça peut permettre d'éviter en fait des pillages plus illégaux, on va dire, d'antiquités, parce que justement, on a quand même une offre qui est faite sur le marché, sachant que s'il y a des objets qui sont quand même pillés, au final, on va quand même les vendre, donc on va quand même de l'argent à dépenser, ça ne va pas être à 20 ou 30 euros. Ouais. Donc, je me dis c'est peut-être une solution moins pire, entre guillemets, pour peut-être justement limiter une possibilité de marché parallèle, justement s'il n'y avait pas cette offre-là. Ok, et avant de conclure cet épisode avec tes petits conseils pour devenir égyptologue, super, moi j'ai une question, et souvent, alors c'est peut-être parce que je suis sensible, j'adore, j'ai beaucoup aimé lire sur le processus de momification, d'embaumement, etc. Par contre, en allant au British Museum, en allant au musée du Louvre, ça m'a toujours choquée, l'utilisation de corps de personnes mortes. Tu vois, dans le sens, elles ont été enterrées d'une certaine façon, selon certaines religions, etc., pour avoir une vie dans l'autre, voilà, dans l'au-delà, etc. Bon, bref, tout ce que tu veux. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, en tant qu'égyptologue, est-ce que vous avez des critiques par rapport à ça, etc. C'est-à-dire que tu as un corps qui est retiré. En fait, c'est comme si nous, demain, moi, je vais au cimetière communal de Saint-Étienne, municipal de Saint-Étienne, je prends mamie Ginette, tu vois, en fait, c'est un peu... tout le monde serait... Enfin, ça serait impossible de faire ça. Du coup, pourquoi on se permet de le faire avec des antiquités? On se permet de le faire parce que jusqu'à il y a très très peu de temps, c'est ça en fait qui déjà de base est choquant, les momies étaient enregistrées comme justement des antiquités au rang d'objets. D'accord. En fait, on ne leur a pas octroyé dès le départ en fait un statut de personne humaine, mais un statut d'objet. Donc déjà ça c'est effectivement choquant. Ça fait partie d'une époque où sans aucun problème, sans aucun état d'âme, on détruisait des momies. On organisait les plus riches qui en fait avaient soit acheté une momie, soit ramené une momie dans leur bagage. On pourrait faire de la poudre de momie aussi, non? Il n'y avait pas des trucs aussi, on pouvait les gratter. Ça, du coup, c'est encore autre chose, mais du coup, ça, on les détruisait en fait en Égypte. D'accord. Pas en France. Et c'était donc de la poudre de momie, effectivement. Là, en termes de momie, on a retrouvé des cartons d'invitation. Par exemple, il y en a un, c'est Lord Londonsborough, qui invite en 1854, il me semble. C'est un petit carton d'invitation et qui dit qu'en fait, à 2h30, une momie qui vient de Thèbes va être débandeletée. Donc l'idée c'est qu'en fait on fait une espèce de petit show à la fin du repas. En fait on va démandeletter une momie, donc on va toucher les mandelettes, on va toucher des amulettes, éventuellement des bijoux. Et en fait très souvent les momies sont dépecées. Il y en a un qui repart avec un pied, l'autre avec une main. Enfin c'est Théophile Gautier. Voilà, on est en plein dedans. Et ça ne choque personne à ces époques-là, ça ne choque personne. Donc on a quand même cette absence de respect du corps humain qui de fait est quand même choquant, qui explique pourquoi en fait on a autant exposé finalement des décors momifiés. À l'heure actuelle, le tir change. D'ailleurs, c'est vrai que pour l'expo sur les momies, c'était très très compliqué parce qu'on a des momies, alors pas forcément égyptiennes, mais d'autres périodes. Par exemple, le musée d'Orsay ne voulait pas les présenter. Ils les ont, mais ils disent oui, mais c'est choquant de les présenter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, donc on a ce recul, cette prise de conscience qu'en fait on ne peut pas les traiter comme des objets. Donc je sais que le coordinateur a eu énormément de mal parce qu'en fait il y avait des momies que de fait il ne pouvait pas voir. Alors c'est vrai qu'une expo sur les momies, si on ne peut pas en montrer, c'est quand même un petit peu compliqué. Après c'est vrai qu'il y a cette question on les sort de leur tombe, on les expose. Moi je dirais que pour les momies égyptiennes, je ne parle pas des autres, mais pour les momies égyptiennes, c'est pas ça qui me pose problème. Pourquoi ça ne me pose pas de problème ? Alors après, ça n'engage absolument que moi. Oui, bien sûr, oui, c'est ton avis. Ça n'engage que moi. Pourquoi ça ne me pose pas de problème ? Parce que les Égyptiens avaient vraiment une peur terrible, c'est d'être oubliés. C'est qu'en fait, on arrête de prononcer leur nom, et que si leur nom n'est plus prononcé, en fait, les dieux vont l'oublier, et donc à ce moment-là, on disparaît pour l'éternité. Et donc ça, c'était vraiment une crainte des Égyptiens.
D'où le fait qu'ils démultiplient leur nom sur les tombes, justement. Quand on passe à l'entrée de la tombe, notamment les tombes qu'on appelle les mastabas, l'Ancien Empire, on a une formule qui dit toi qui passes devant ma tombe, s'il te plaît, arrête-toi pour prier ou même pour prononcer mon nom. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très important. Okay. Et donc on a le nom qui est estampillé du coup un petit peu partout sur les objets, sur la stèle, sur les murs de la tombe. Bon. Là, on a de fait des corps que finalement on a repassé à la postérité, puisque en fait, tout le monde les connaît. Les gens qui viennent dans les musées les voient, on voit leur nom qui est écrit. Donc je me dis quelque part, finalement, ça coïncide très bien finalement avec la volonté qu'ils voulaient de ne pas être oubliés des dieux. Ce qui moi par contre me pose beaucoup plus de problèmes, c'est qu'ils soient hors d'Égypte. Hors d'Égypte parce que les Égyptiens avaient une autre peur vraiment très ancrée, de mourir en dehors du sol égyptien. Et on le voit d'ailleurs dans le conte de Sinoé. Sinoé, il s'exile lui-même d'Égypte, et puis sur la fin de sa vie, il est complètement déprimé parce qu'il se dit mon Dieu, je vais mourir en fait. Enfin, mon Dieu, mes dieux, je vais mourir en dehors du sol égyptien. Et donc, ça c'est. Donc, il préfère en fait repartir, présenter ses excuses auprès du pharaon en se disant je risque peut-être gros, mais dans le même temps. Je reste chez moi pour mourir. Je serai chez moi, c'est ça. Et donc c'est plutôt ça en fait qui moi me dérange, pas qu'elles soient exposées, mais qu'en fait on les ait sorties d'Égypte, parce que ça par contre ça va à l'encontre de ce qu'ils voulaient, et finalement de leur dernière volonté. Ça oui, ça me pose plus de problèmes. Ok, mais bon, de toute façon, il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de solution. C'est comme dans... Après, il y a des débats pour le vol de certains objets archéologiques, certains pays qui se battent pour récupérer les trucs, etc. Mais c'est en général des combats sans fin. Et je ne sais pas s'il y a une volonté de l'Égypte de récupérer toutes les momies et de les remettre. Est-ce qu'ils en ont les capacités de tout conserver mais certains objets, oui, forcément. Ouais. Mais bon, les momies, tout rapatrier, puis la conservation, et trucs comme ça doit être aussi un casse-tête. Parce qu'une fois qu'on les sort de sous terre et de là où elles étaient censées rester, j'imagine qu'il y a plein de contraintes aussi qui entourent la conservation, les trucs comme ça. Il faut quand même être équipé. Donc, dernière question de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'un parent peut dire à son enfant, son adolescent, là, il doit choisir sa voie, il est en L. Mettons, il est en terminale L, il va passer son bac, et là, c'est les choix sur Parcoursup. Qu'est-ce que tu leur moi, je vais leur donner le conseil que ma maman m'a donné. Ma maman qui était prof d'histoire et géographie, et qui m'a toujours dit, depuis que je suis petite, elle m'a dit, écoute, si tu veux faire quelque chose, tu le fais, mais par contre, tu le fais à fond pour que ça marche. D'accord. C'est un super conseil. C'est un super conseil. Et puis surtout, là, elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours soutenue. Parce que, tout bêtement, mais un exemple très bête, mais quand je commençais à écrire mon livre à 14 ans et demi, bien évidemment, 14 ans et demi, on n'écrit pas de bouquin. Donc, personne n'y croyait, ma mère non plus, mais elle m'a pas dit, de toute façon, ça marchera pas. Elle m'a dit, tu veux le faire, tu le fais. Mais elle me dit, par contre, si tu veux le faire, tu le fais super bien pour que ça marche. Et donc, le conseil n'est pas tombé effectivement dans l'oreille d'une sourde. Donc, du coup, j'ai commencé, et elle s'était dit, de toute façon, c'est pas grave. Et ce qui est vrai, il n'y a pas d'échec, puisqu'en fait, on apprend toujours quelque chose. Ouais. Donc, elle s'est dit, au moins, elle aura commencé à écrire, elle voulait le faire, et bien, elle l'a fait. Et voilà, donc, et puis, elle a vu, et puis, il y a une leçon, quoi. Oui, ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? T'étais trop jeune, ça n'a pas marché parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il fallait retravailler. Il y a toujours des choses à apprendre justement pour qu'en fait à un moment donné ça marche. Et je pense que les gens qui réussissent vraiment, c'est pas les gens qui ont réussi de A à Z, c'est les gens qui ont réussi malgré les épreuves. Ça, mais voilà, j'en suis persuadée. et de fait, donc moi j'ai commencé à faire mon truc. Moi j'étais, pareil, c'était une évidence. Pas une fois, je me dis ça va pas marcher. Moi, je savais. J'entends bien les gens qui rigolaient. Au bout d'un moment, ça finit par me gaver. Donc, je leur ai dit écoutez, parce qu'entre eux, les gens de mon âge, j'entends bien, c'est normal. Oui. Voilà, au lycée, qui se foutaient de moi. Puis, j'avais aussi quand même des profs. J'avais quand même aussi des gens de mon entourage. Ça a fini par me gaver. Donc, je leur ai dit écoutez, vous êtes sûr que le bouquin, il sortira pas? Vous me signez ce papier. Si le bouquin, il sort, vous l'achetez. J'en ai vendu à peu près une centaine, comme ça. Trop bien. Voilà. Et je me dis, en fait, j'aurais pas été déterminée comme ça, j'aurais fini par être dégoûtée, par être démoralisée, par être découragée. Pas rien faire, en fait. Et je l'aurais pas fait. C'est ça. Et en fait, je me dis, il commence à me gaver. Moi, je sais que je vais le faire. Donc, voilà, fin de la discussion. Je vais vous montrer que je peux le faire. Et je me dis, quand je dis ça à des élèves, du coup, genre peu importe, qu'ils soient au primaire, qu'ils soient au lycée ou autre, ça fait marrer tout le monde. Mais au final, je dis, vous voyez, la leçon à retenir, c'est qu'il faut aller au bout des choses. Moi, le nombre de gens que je croise et qui me disent « Ah, mais c'est génial, vous avez fait ça, vous avez réalisé votre rêve. » Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire. C'est ça. Alors, c'est archéologue, c'est égyptologue, après, peu importe. Mais des gens qui avaient des rêves et qui ne l'ont pas fait en se disant « Ouais, de toute façon, ça ne va pas marcher, j'aurai pas le niveau, il n'y a pas assez de boulot, mes parents m'ont dissuadé. »
Et ben moi, je trouve ça très triste. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment, quand je peux, voilà, de donner en exemple, entre guillemets, bien sûr, mais mon parcours. Parce que ces gens-là, en fait, ce que je vois, c'est que toute leur vie, ils ont entraîné une espèce de boulet en se disant, mais finalement, si j'avais essayé, Peut-être que... voilà, comment aurait été ma vie? Est-ce que peut-être que finalement, j'aurais réussi? Et toute leur vie, ils se demandent s'ils ne sont pas ratés quelque chose. Et moi, je trouve ça insupportable, je trouve ça vraiment horrible. Moi, je fais tout. Genre, après, ça marche pas, mais c'est pas grave. Mais au moins, il n'y a pas de regret. Parce que ce genre de remords, en fait, je trouve ça insupportable. Des gens qui, tout le temps, regardent derrière en se disant, mais ouais, mais peut-être que j'aurais fait mieux, peut-être que j'aurais été plus heureux. Et bon, donc du coup, c'est peut-être un peu loupé pour les gens qui vous entendent. Mais voilà, en tout cas, voilà, pour les enfants, c'est important. Et de fait, comme je pense qu'on aura beaucoup de parents qui écoutent, voilà, je reprends vraiment le conseil de ma mère, Ouais. mais ce que moi je vois, parce que du coup, pour avoir discuté avec des élèves, notamment de lycée, qui me disent oui, mais moi, mes parents, ils pensent que... Alors, c'est vraiment très important de donner son avis. Par contre, c'est aussi important que la personne, si elle se rate, elle se rate, mais qu'elle fasse aussi ses propres choix, ses propres erreurs, parce qu'en fait, à trop vouloir finalement surprotéger l'enfant pour que justement il soit pas blessé, au final, ça fait quoi? Ça fait des gens qui en fait tout le temps se disent mais finalement, si j'avais essayé, peut-être que ma vie elle aurait été chouette, elle aurait été mieux. Ouais. Donc, plutôt que de se dire ça va pas marcher, parce qu'honnêtement, moi. Au lycée, on m'a dit égyptologue, mais vous n'y pensez pas. Mais il y a un poste qui se renouvelle tous les 16 ans. Voilà. Et la personne ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais par contre, elle m'a quand même sorti que ça ne marcherait pas. Quand j'étais, petite perle, quand j'étais en licence, Jean-Yves L'Empereur vient faire une conférence à Lille. Et du coup, Jean-Yves L'Empereur, c'était waouh, c'est Jean-Yves L'Empereur, quoi. Il fouille Alexandrie et tout, c'est trop bien. Et j'avais dit à mon prof, est-ce que vous pourriez lui demander quel parcours il a fait pour en arriver là? Et mon prof me dit, mais Amandine, si tu veux être chercheuse, il faut aussi que tu contactes les chercheurs et tout. Et puis moi, à l'époque, j'avais pas l'assurance que j'ai maintenant. Je dis, ouais, mais quand même, j'ose pas, je vais le déranger. Il me dit, non, mais vraiment, allez-y, quoi. Bon. Alors, il fait sa conférence, il y a les questions, après, il dédicace son bouquin. J'attends vraiment le dernier moment pour être sûr que je vais pas le déranger. Puis bon, moi, j'ai besoin de ce temps-là pour essayer de me donner du courage aussi, pour aller le voir. Et donc je lui dis, voilà, excusez-moi de vous déranger, monsieur Empereur, mais voilà, je voulais vous dire, je suis en licence d'archéologie, je voudrais faire égyptologue et je voulais savoir en fait, qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour en arriver là. Et là, il m'a scanné des pieds à la tête, il me dit, mais c'est pas des gens comme vous qui réussissent. Et il s'est cassé. Et là, je dis, waouh. Mais ils ont des soucis, les alors, gens dans ton milieu. En même temps, c'est vrai que j'étais un peu figée. Parce que du coup vraiment moi il avait fallu du courage, vraiment à l'époque c'était ça quoi. J'avais pas vraiment, comme je dis, la confiance que j'ai maintenant, mais j'ai pas cette confiance là, mais en même temps j'étais très déterminée pour quand même ce que je voulais faire. Je me dis, toi mon gars, un jour ou l'autre on va se recroiser et on en reparlera. Alors de fait je l'ai croisé à Alexandrie, à un colloque sur l'enfant et l'amour de l'Antiquité. Mais oui, mais alors non, mais alors franchement, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que quand je le croise, Madame Marchal, quel plaisir de vous accueillir, machin et tout. Je dis, toi, on va avoir une petite discussion. On va attendre la fin du colloque, gars. Et en fait, il était là juste, c'était sa femme qui a organisé le colloque. Et en fait, il était là que sur la première matinée. Et je ne l'ai pas revu, donc du coup, je n'ai pas pu lui dire. Alors peut-être qu'un jour, quelqu'un va lui transmettre le podcast. Voilà. Bonjour, monsieur. Un scandale. Et je me dis, mais quelqu'un qui était peut-être au moins justement déterminé. C'est ça le casse totalement. C'est horrible. Et ces gars-là, ils ne me connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce que j'avais fait. Et en fait, le nombre de gens qui, par méchanceté ou même parfois par bêtise, juste cassent la personne. De toute façon, tu n'y arriveras pas. En fait, tout tu te permets de me dire ça sans me connaître. Quoi. C'est ça en plus. C'est même pas qui je suis. Non. Donc voilà, donc s'ils veulent faire égyptologue, il faut être bon en langue. C'est ça. 2, il faut pas lâcher l'affaire. Ouais. 3, il faut se blinder, mais vraiment, mentalement et moralement, parce que quand on va arriver dans le milieu, déjà sur les bancs de la fac, c'est très compliqué. Ouais. Se dire qu'effectivement, ça va être galère pour trouver un boulot, mais on y arrive. Ouais. On y arrive. Ou alors on peut faire comme moi, se faire sa propre voie. C'est peut-être plus aléatoire, mais bon, moi en tout cas, je m'éclate tous les jours. Je pense être largement plus épanouie que beaucoup d'égyptologues de ce milieu. Et donc oui, non, vraiment ne jamais lâcher l'affaire et y croire, parce que ça c'est la clé. Si on n'y croit pas, on ne peut pas convaincre les autres. Super.
Eh ben, merci beaucoup. C'est un super mot de la fin. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. C'était un super échange. Je te souhaite le meilleur. On sera devant nos téléviseurs à l'automne pour regarder des racines et des ailes et te voir nous présenter la tombe de Toutankhamon. Et puis écoute, je te dis à très bientôt. Merci Bye beaucoup. bye. Au revoir, Angèle. Merci encore à Amandine de m'avoir accueillie chez elle pour parler de sa vie et de ses métiers. Nous avons abordé énormément de sujets, donc je vous invite à consulter l'article dédié à cet épisode au www.slice-lepodcast.fr. J'ai fait en sorte de mettre en avant les vidéos, livres et personnes dont nous avons discuté pour faciliter vos recherches. Il est temps de prendre quelques jours de repos. Nous nous retrouverons donc début septembre pour un nouvel épisode de Slice. D'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. Bye bye!